Encore un matin, encore un moment de télévision d'une rare élégance à passer ensemble. Bonjour le Bénin s'installe avec toute sa bande. Bonjour le Bénin vous dit bonjour chers amis téléspectateurs et nous sommes ravis de vous accueillir en ce nouveau jour prêt à vous apporter les dernières actualités, les informations les plus pertinentes et les moments de détente qui vous mettront de bonne humeur. C'est parti pour une nouvelle journée, on va dire, pleine de découvertes et de plaisir. N'est-ce pas, cher chroniqueur? Évidemment. La fine plume. Patrick Diossou, bonjour. Oui, bonjour, Rachida bien maman. Comment ça va ce matin? Ça va, la pleine forme? La pleine forme, le punch et puis le sourire. Toujours, hein? Toujours. Dame Info. Oui, nous allons nous abreuver dans un instant à ta source, on va dire quoi? Informationnel, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Bonjour Rachida. Bonjour, génial. Un plaisir de te retrouver. Merci. Ça fait quelques semaines. Bien entendu, c'est toujours un plaisir également. Allez, on te retrouve dans un instant. Patrick Diossou, événement à la une. Oui. Tu en as concocté une belle brochette pour nous, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, nous irons faire un tour avec 2 journées mondiales. Et puis, nous allons accueillir une personne qui est en train de boucler le mois du consommant local. Le mois qu'on appelle maintenant consommer local, consommer ER local. C'est le changement actuel. On garde la surprise. Oui, oui. Et on retrouve nos invités dans un instant. Avant tout ceci, évidemment, chers amis téléspectateurs, nous avons bien entendu des reportages exclusifs à vous jouer, des invités exceptionnels aussi. Et dans Portrait du jour, Ghislaine Bamidele Adimi est allée à la rencontre d'une passionnée de technologie et de l'innovation. Divine Kenayan est une développeuse full stack mobile et web. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce matin, on découvre cette brillante jeune femme qui sans cesse repousse les limites. Ce matin, on parle aussi des perruques et des cheveux naturels. Une affiche publicitaire de la marque Eva Sray a été jugée offensante par de nombreuses consommatrices qui ont interprété l'image comme une opposition ou une hiérarchie entre les femmes et leur style de coiffure. Du coup, des appels au boycott de la marque se font de plus en plus pressants. Un bad buzz qui ressuscite ce vieux débat sur les préférences, la préférence entre les perruques et les cheveux naturels. Eh bien, nos chroniqueurs, les chroniqueurs ce matin à cœur ouvert, nous diront ce qu'ils pensent de cette affiche. La vague de haine qu'elle suscite est-elle fondée ou pas? Leur opinion, c'est juste après le bulletin d'information. Et puis, Instant politique du jour reçoit un consultant en gestion des crises, en communication et en géostratégie, Emel Guérin, notre invité. Avec lui, on tentera de répondre à une question. Les démocrates sont-ils dans l'impasse après que la Cour constitutionnelle se soit déclarée incompétente pour invalider la décision du tribunal de première instance et de première classe de Cotonou? Les démocrates ont-ils encore des chances de prendre part à la présidentielle 2026? Analyse à suivre. Mais avant, il y a cette escale incontournable de l'information géniale. C'est à toi. C'est parti. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Actualité politique pour ouvrir ce bulletin. La Sénat a lancé l'enregistrement des listes de candidatures pour les communales du 11 janvier prochain. Un challenge pour les partis politiques qui sont appelés à gérer un flux important de dossiers, mais aussi arbitrer les ambitions légitimes des militants à la base. Dans cet élément, vous allez le voir, Mesdames, Messieurs, l'ambiance n'est pas de tout repos au sein des états-majors, mais pendant ce temps-là, à la Sénat, eh bien, tout est fin prêt pour l'enregistrement des premières déclarations de candidature. Un amas de dossiers entassés les uns sur les autres, en attente d'être acheminés à la Sénat. Au siège de la FCBE, l'étude des dossiers se poursuit. Plusieurs niveaux de vérification, des pièces à compléter, des listes à réajuster. Le processus périlleux, mais ici, on jure pouvoir tenir dans les délais. Nous sommes à l'étape des collectes. Du point de vue de la complétude, nous avons déjà les 3630 dossiers. Mais par candidat, il manque des pièces qui sont en train de compléter. Et au niveau de la saisie, il nous reste à peine 2 communes à saisir pour avoir la totalité des communes saisies. Nous allons tenir dans les délais. Nous serons prêts.
Même ambiance de travail du côté de Moël Bénin. Véritable épreuve de nerfs. Nous sommes, je dirais, presque à la fin déjà. La difficulté majeure que nous avons aujourd'hui, c'est que la Sénat n'a pas mis à notre disposition les outils qu'il faut pour que nous puissions finaliser nos positionnements et sortir la liste. Nous avons remonté l'information. Ils ont promis passer. La mobilisation est tout aussi maximale à l'Union progressiste Le Renouveau. Les travaux d'atelier se déroulent dans le plus grand sérieux. Pas de place pour la moindre erreur. La haute direction politique y veille. Tout se passe relativement bien parce que ce n'est pas facile de rassembler autant de dossiers avec des vérifications de façon méticuleuse, de façon minutieuse. Qu'ils reçoivent les dossiers, vérifient la complétude des dossiers, vérifient la régularité. Il y a 8 pièces dans chaque dossier, ils vont vérifier si les 8 pièces sont là. Après, ils iront dans les détails et produire des fiches sur les irrégularités qu'ils constatent et le faire remonter. À l'étape d'aujourd'hui, quelques difficultés, les quitus fiscaux et le casier judiciaire, les certificats de nationalité, il y en a qui n'ont pas pu encore en avoir. Quelle formation politique sera la première à franchir les portes de la Sénat ? Ici, le dispositif est en place jusqu'au 28 octobre. 2 tentes sont apprêtées pour les accueillir. Le processus d'enregistrement pour chaque parti politique pourrait, selon les responsables de l'institution, durer 30 minutes à 1 heure, un processus au bout duquel un récépissé provisoire d'enregistrement leur sera délivré avant l'étude des dossiers quant au fond. Cotonou, épicentre des questions climatiques, c'est à la faveur du sommet Climate Change, un conclave d'envergure internationale avec des acteurs venus de divers horizons à quelques heures de l'ouverture de ce sommet prévu pour se tenir au Palais des Congrès. Le sénateur de France, Ronan Dantec, également président de Climate Change, nous en précise ici les objectifs. Il est au micro de Renaud Akakpo et Mariano Gankou. Les sommets Climate Change, c'est les sommets des acteurs non étatiques, les collectivités territoriales, les entreprises, les ONG, la société civile. Donc ça nous permet de délivrer des messages communs à l'échelle du continent africain sur les grands enjeux. Donc sommet très important, plus de 1000 participants attendus, 25 pays présents, donc 15 pays africains et de nombreux pays européens, et même des représentants de l'Inde, des représentants du Canada. Tous ces acteurs sont invités à Cotonou. Nous, Climate Change, on anime déjà une grande coalition internationale sur les corridors de biodiversité en Afrique. Donc ça sera aussi un autre message délivré par le sommet, donc sommet très important. Les objectifs du sommet de Cotonou, c'est 3 grands thèmes: les énergies renouvelables, l'adaptation au changement climatique et les questions de biodiversité. Premier objectif du sommet, c'est cette feuille de route de Cotonou. Deuxième objectif du sommet, c'est la création à Cotonou, l'annonce officielle à Cotonou, et la mairie de Cotonou a été très active, le maire Luc Aktrokpo, dans ce sens. C'est l'alliance des villes côtières africaines sur le changement climatique. Alliance des villes côtières comme enjeu majeur de ce sommet, on l'annoncera officiellement mardi. Le Bénin, c'est un pays aujourd'hui où il y a des grands projets, donc on a beaucoup d'exemples de choses importantes qui se font au Bénin. Le Bénin fait partie de ces pays effectivement qui proposent aujourd'hui des réponses avec des enjeux urbains très importants sur l'adaptation, avec les enjeux de gestion des inondations dans Cotonou. Donc moi je suis heureux qu'on arrive enfin au Bénin, ça fait plusieurs années qu'on aurait dû y venir, et là maintenant on y est, et c'est lundi et mardi. Et la feuille de route de Cotonou sur les énergies renouvelables qui sera donc adoptée en fin de sommet. Ça sera la première fois que tous les grands acteurs non étatiques du continent africain vont délivrer un message commun sur les ENR. On va aussi accueillir la caravane du climat, qui est une caravane de jeunes de tous les pays de l'Ouest africain qui fera escale donc au sommet ici. Donc, les jeunes, c'est très important, les ONG, c'est très très important, et puis évidemment les autorités locales, parce que c'est à l'échelon local. Et Climate Change, c'est l'organisation internationale qui produit ces messages communs les plus larges. Donc un sommet, c'est un moment précieux d'échange, de création d'une communauté collective, mais aussi de messages, de feuilles de route qui sont délivrés, qui sont signés par tous les acteurs, et donc extrêmement légitimes auprès des organisations internationales comme l'ONU.
La commune d'Adjawéré, dans le département du Plateau, veut passer à la vitesse supérieure en matière de développement local. Entre ambition, défis et recherche de financement, les acteurs communautaires s'organisent pour donner un nouveau souffle à la commune. Une table ronde s'est tenue à Cotonou le jeudi 23 octobre dernier afin d'explorer des pistes concrètes pour un impact durable. Jennifer Sachivi, Rodrigue Blondoumain. Dans le département du Plateau, Adjawéré s'impose comme une commune à identité forte et à énergie débordante. Mais derrière cette vitalité, un défi persiste. Comment impacter de façon durable le développement local? Une commune qui est limitrophe avec le Nigeria, normalement ne doit pas souffrir. Nous avons les idées et nous allons réfléchir sur comment financer les projets qui sont au niveau de notre PDC, sur comment financer ces projets, comment les prioriser. Parce que le développement, c'est une planification et c'est une priorisation. Face à l'enjeu, la recherche de financement se révèle cruciale. Élus, partenaires et acteurs communautaires se sont donc retrouvés autour d'une table ronde. À part l'État qui leur donne assez d'argent à travers le FADEC, investissement pour réaliser des choses, à part ce financement réel, les communes ne trouvent pas d'autres financements pour leurs projets de développement. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la commune d'Adjawéré. Il y a des potentialités au niveau du secteur privé qui ne sont pas exploitées et qui peuvent aider à financer ces communes. C'est pourquoi une table ronde comme ça, pour mettre ensemble les réflexions, les intelligences, c'est une bonne chose. Entre bilan et nouveaux engagements, Adjawéré semble avancer avec assurance sur le chemin du développement. Gros plan à présent sur une profession pas toujours sous les feux de la rampe. Il s'agit des représentants médico-pharmaceutiques. Ces intermédiaires entre laboratoires, pharmacies et hôpitaux réunis sous une même bannière, eh bien le PAPREM Bénin, il parle d'éthique, de crédibilité et de santé publique. Leur objectif, faire de cette association un acteur reconnu et influent dans le paysage sanitaire du Bénin. Mariano Gankou, Herman Rodrigue Mengan. Dans les rayons de cette officine, des médicaments de tout genre pour satisfaire la demande du consommateur. Mais derrière ces boîtes qui atterrissent dans les pharmacies, il y a des réseaux, des visages, ceux qui s'assurent que le bon produit arrive au bon endroit au bon moment. Ils ne portent pas de blouse, mais sans eux, les médecins ne connaîtraient pas toujours les innovations thérapeutiques. On les appelle les délégués médicaux. Quand le laboratoire fabrique le produit et donne un nom à ce produit, c'est le délégué médical qui vient nous informer pour dire qu'il y a tel produit qui s'appelle tant et qui contient tant. Pendant longtemps, les acteurs de la promotion pharmaceutique travaillaient dans l'ombre, chacun dans son coin. Mais face aux nouveaux défis de la santé, il fallait unir les forces. C'est ainsi que le patronat des agences de promotion et de représentation médico-pharmaceutique est né en 2018. Le PAPREM vient dans la droite ligne du gouvernement, de l'ARS, de l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, organiser ce secteur de telle sorte que la lutte que mène le chef de l'État dans les faux médicaments puisse s'opérer de manière efficace. Ces dernières années, plusieurs réformes portées par le gouvernement sont opérées dans le secteur. Des réformes parfois douloureuses, mais présentées comme essentielles. L'objectif de cette disposition est de s'assurer que l'activité de ces agences de réglementation pharmaceutique se fait dans les règles de l'art et pour toujours garantir la santé de la population derrière. Pour donc se conformer aux nouvelles exigences, le PAPREM veut se réinventer. À travers cette assemblée générale, l'organisation renouvelle son bureau. Ma vision tourne autour de 3 valeurs. Il y a l'éthique, l'unité et le professionnalisme. Un triptyque qui va conduire son mandat à la tête du PAPREM, une organisation qui voit loin et qui porte un engagement, celui de servir le secteur de la santé avant tout.
Cotonou a vibré vendredi dernier au rythme de l'énergie féminine avec les apéros entrepreneuses, un rendez-vous sous le signe du leadership féminin soutenu par l'ADAC en partenariat avec plusieurs structures engagées. Et bien, cette soirée a célébré la créativité féminine en Afrique, mais aussi dans la diaspora africaine. Attrayante, cette façade ne pouvait accueillir que des personnalités altières, tant dans leur mise et entremise que dans leur prise et entreprise. Des femmes entrepreneurs du Bénin et de la diaspora, d'ici et d'ailleurs, en solidarité et en sororité, autour d'un concept exceptionnel, les apéros entrepreneuses. Les apéros entrepreneuses à un creuset qui rassemble les femmes entrepreneurs porteuses de projets depuis 2016. Ce creuset a pour but de transformer, d'inspirer et de lever les femmes qui se battent au quotidien. Et nous organisons ces creusets-là pour faire des rencontres afin que les femmes puissent avoir l'information, la formation et puissent accéder au niveau supérieur. Cette année, nous avons choisi le thème Power Woman d'ici et d'ailleurs, justement pour aller dans le même sens que la politique actuelle du gouvernement a révélé le Bénin à une multitude. Attirante, cette multitude d'activités prévues, dont des distinctions de béninoises méticuleuses, des dégustations de mets béninois et un panel sur les freins de l'entrepreneuriat dans le monde en général, en Afrique en particulier, au Bénin précisément, où des agences de l'État ont des solutions pour résoudre les équations entrepreneuriales, surtout féminines. Un concept sensationnel. Le concept m'a séduit pour pouvoir apporter le peu d'informations que j'ai et montrer aussi ce que l'État béninois est en train de faire dans ce domaine-là. Le gouvernement du président Talon a mis la femme, la figure féminine au centre de notre société. Attractive, cette société, prête à offrir son cœur aux femmes entrepreneurs dans un joli bouquet de fleurs, en leur promettant sur honneur de toujours faire leur bonheur. La République tchèque renforce son partenariat avec des pays africains dont le Bénin. C'est à travers un séminaire de formation de jeunes leaders. Quelques participants apprécient l'initiative. Ils sont au micro de Jérôme Humbo. Le plaisir d'inviter, d'accueillir en République tchèque une vingtaine des Africains de partout en Afrique. Donc on a plus ou moins toutes les régions représentées. On a plus ou moins toujours la moitié sont femmes, la moitié sont des hommes. C'est des gens de toutes les disciplines, de tous les domaines. Vraiment, c'est impressionnant, c'est un programme très enrichissant. Le programme Cochekia 2025, en sa 3e édition, était une opportunité pour plusieurs jeunes leaders de différents pays africains de collaborer ensemble, de networker, de créer des connexions entre les pays et surtout de créer une synergie. Heureux et fier d'avoir représenté le Bénin à ce programme qui, au-delà de créer un pont entre la République tchèque et l'Afrique, a le mérite de favoriser un véritable brassage entre jeunes leaders africains. J'ai beaucoup apprécié les échanges avec les autres participants. La façon dont les anciennes bâtisses sont préservées et la capacité du pays à mettre en valeur l'originalité de son architecture. C'est une réalité dont les pays africains peuvent s'inspirer. Le Bénin a besoin d'un partenariat comme ça. La République tchèque a d'ailleurs offert quelques voitures blindées aux forces armées béninoises. Donc la République tchèque est sûrement absolument ouverte à une coopération plus étroite avec le Bénin. Voilà, ce sera tout pour le bulletin de ce lundi. Merci de l'avoir suivi, mais je ne pars pas encore. Ah oui, tu restes avec nous. J'ai compris, Génial. Maintenant, j'ai compris. Oui. Parce qu'on aime bien ça, hein, quand on se retrouve tous ensemble pour accompagner nos téléspectateurs dans leur journée heureuse. Bonjour. Bonjour, Rachida. Tu as l'air un peu fatiguée, hein, la semaine le week-end a été chaud. Le week-end a été chaud. Le week-end a été un peu chargé, on dirait. Ah ben, pas du tout.
Pas du tout. Le week-end a été en famille, oui. Donc pas du tout chargé. D'accord. En famille aussi, ça peut être chargé. Ah ben oui. Heureuse de t'avoir sur ce plateau, heureuse. C'est un plaisir, ma chère. Voilà. Ghislaine Bamidele, on dit quoi? C'est moi, salut. Ça va bien ce matin? Très bien. Merci d'être avec nous. Je n'ai pas encore pris ma tasse de café, donc c'est pour ça. Non, ça vient. Ça va. Il y a du café de l'autre côté. Voilà. Alors ce matin, je vous propose, d'accord, de parler d'une polémique qui alimente les réseaux sociaux. Regardez, tout est parti de cette affiche. Regardez cette affiche, c'est une affiche de la marque française Evas Hair qui a récemment déclenché une vague de réactions négatives avec cette affiche, j'allais dire placardée dans le métro, montrant une femme arrachant la perruque d'une autre. De nombreux internautes ont jugé le visuel choquant et provocateur, à l'image de cette jeune femme que je vous invite à écouter. Tout le monde sait que beaucoup de femmes noires aiment mettre des perruques, etc. C'est un choix, c'est pas toujours un complexe. Et je trouve ça même encore plus grave de surfer sur le complexe de certaines femmes noires pour inciter clairement à la haine, parce que c'est la peur de beaucoup de gens de porter une perruque et de se dire que vas-y, il y a quelqu'un qui va vouloir jouer et qui va lui arracher sa perruque en fait. C'est légitime. Je trouve ça d'autant plus scandaleux de faire le choix de promouvoir un message comme ça, sachant qu'on est dans le mois de l'Octobre Rose quand même. Octobre Rose, c'est quoi? Je mélange peut-être tout, mais moi, je vois un lien qui est très clair. C'est le mois du cancer du sein, chez notamment beaucoup de femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que souvent, quand on a un cancer, après plusieurs chimiothérapies, on perd ses cheveux et donc on met des perruques. C'est quoi le message qui est véhiculé là derrière ça? Vous avez le choix. Les personnes qui sont malades, elles ont le choix. Vous avez le choix. Les femmes qui finalement s'assument clairement telles qu'elles sont, mais qui ont envie de mettre une perruque blonde un jour, demain une bouclée, une lisse, elles ont le choix en fait. C'est pas parce que tu veux vendre tes produits que tu dois surfer sur ça. Il n'y a pas si longtemps, il y a un homme noir, qui s'est filmé en disant « J'ai arraché la perruque d'une femme noire ». Et en tant que marque, je trouve que les professionnels du cheveu ne doivent pas accentuer ce sentiment de malaise. Bien au contraire, ils doivent aider. Ils doivent accompagner, ils doivent guider, mais ils ne doivent pas être dans le jugement. Donc pour moi, cette affiche, ça n'avait pas lieu d'être. Si l'affiche a eu de nombreux détracteurs, il y en a qui relativisent et qui estiment que la femme noire est déjà assez stigmatisée par les autres communautés. Il ne serait donc pas bien que la communauté noire elle-même bouffe ses propres enfants. La communauté noire qui, à la moindre erreur, appelle au boycott de ton travail que tu fais depuis 6 ans. Je dis pas que personne n'a le droit de ressentir ce que vous ressentez. Je suis personne pour dire ce que vous devez ressentir. Mais moi, en tant que femme noire, qui a peut-être pour projet d'entreprendre des choses à l'avenir, je sais pas ce que l'avenir me réserve, bah ça me fait peur. Je sais pas si c'est la mentalité française qui est comme ça. Je sais pas si aux États-Unis ils sont aussi radicaux. Mais en tant que femme noire, je me dis que t'as pas ta communauté noire derrière toi, t'as personne derrière toi en fait. Évidemment, si le buzz était si bad, c'est que l'affiche a sans doute choqué. Du coup, Eva Sress s'est confondue en excuses. Certaines personnes ont perçu cette image comme une opposition entre femmes ou une hiérarchie capillaire. C'était absolument pas notre intention. On a constaté que ça a pu choquer et je vous présente nos plus sincères excuses. Cette campagne n'a jamais eu pour but d'opposer, mais de célébrer le choix, la liberté et la pluralité des femmes aux cheveux afro. Alors, une question, mesdames, messieurs, est-ce que cette affiche vous choque? Vous, je commence par Ghislaine, dis-moi. Ben oui, ça me choque. Oui, ça me choque. Oui. Ça me choque. Et la première réaction que j'ai eue en regardant la personne même qui l'a postée, ben, c'est pas parce que le bon Dieu l'a pourvu de bons cheveux qu'elle va vouloir humilier les autres. Comme certains l'ont dit, c'est stigmatisant. Il y a plusieurs femmes qui n'ont pas comment dirais-je, le crâne vraiment bien fourni. Oui. Et il y a certaines qui n'ont pas une forme de tête à qui la coiffure masculine sied. Il y a d'autres qui n'ont pas, comment je vais dire, le cuir chevelu qui va avec le cheveu naturel à garder.
tu peux accepter de le garder chez toi. Mais quand tu veux sortir, ce n'est pas une question de déniement de soi, mais c'est juste une question de vouloir se sentir bien quand on veut sortir. Pourquoi interdire à d'autres de porter leur perruque si tant est qu'elles se sentent bien dedans? Pourquoi interdire à d'autres de faire des coiffures qui les mettent bien à l'aise? Franchement, moi, je trouve que c'est stigmatisant et les excuses qu'elle vient de présenter sont plates. Ça me choque. Oui. En tout cas, ça me choque. Et toi, heureuse? Bon, c'est tout le contraire. Hein? Oui. Non pas parce que je suis nappie, heureuse et naturelle, non. Mais parce que moi, je vois que les femmes sont beaucoup plus dans l'aspect être en phase avec la société. Elles veulent paraître... Ouais. Pas forcément, pas forcément. Bon, il y a les extravagances. Oui, ce que je dis est discutable. J'approuve l'avis de Ghislaine parce que c'est son point de vue. Et la vie, c'est une question de choix. Celles qui portent des perruques ont choisi. Maintenant, lorsqu'on dit que les perruques, il faut des perruques, lorsqu'on a des soucis de santé, j'ai écouté la dame, il y a des perruques médicales. D'accord. Ça, c'est la spécialiste qui dans d'autres États sont même prises en charge par l'assurance maladie. Maintenant, en dehors de ça, il y a certaines qui s'assument quand même. Et au détriment de ce que Ghislaine dit. Et qui sortent le crâne rasé. Oh, mais bon Dieu. Oui, parce qu'elles ont une belle tête. Quand je regarde la forme de ma tête, j'imagine. C'est pour ça que je dis qu'on est dans... Beaucoup de femmes qui ne veulent pas peut-être franchir ce cap, beaucoup le veulent intérieurement. Ça, il faut le dire. Beaucoup le veulent, beaucoup de femmes. Oui. Il y a tellement qui m'appellent, il y en a tellement même qui ont franchi le cap parce qu'elles m'ont suivi. Mais il y a d'autres qui veulent, mais qui ont peur de la... notre réaction. Le bien-être social, psychologique fait qu'elles continuent de rester dedans. Mais moi, je dirais... que vous avez la forme de tête que Dieu semble être meilleur pour vous. Et il faut l'assumer, tout simplement. D'accord. Tu es contre les perruques, hein, je le sens. Je ne suis pas contre les perruques médicales, mais contre toute autre perruque, oui, je suis contre. Voilà parce que ça... non, mais on a des soucis de santé. Déjà, la manière de les mettre aussi, avec des cols bizarres, c'est vrai que les choses évoluent aujourd'hui, mais on a eu au marché d'Antokpa, on a fait des tournages où les femmes utilisent des cols terribles pour arracher les cheveux bizarres. Et on a aujourd'hui l'alopécie de traction qui grandit aujourd'hui. Génial. Et toi donc après, vous êtes une belle avec vos cheveux naturels. Non, moi, tu comprends cette vague de haine, cette vague... La vague de haine, je pense que c'est poussé quand même. C'est un peu exagéré quand même, il faut le dire. Moi, personnellement, quand j'ai regardé, je me suis dit, bon, c'est une affiche, hein. Mais on voit une femme qui arrache avec beaucoup de sévérité, on va dire, dans la perruque. Mais c'est ça qui est choquant. C'est ça qui est choquant. Tu n'as pas le droit d'arracher la perruque. Arracher, c'est la partie qui choque. D'accord. Mais au-delà de ça, le message derrière, moi, je ne vois pas... Comme l'image arrachée, c'est violent. Mais derrière ça, moi, je vois plutôt l'aspect pluralité. Hein. Tu es libre de faire ce que tu veux. Soit c'est court, soit c'est long, soit c'est une perruque. Exactement. Dans ce message-là, ça passe. Voilà, c'est un message comme ça. Mais je sais que moi, toi, tu n'aimes pas les perruques. Hein. Non, c'est pas trop beaucoup. Elle est beaucoup plus tresse. Voilà, c'est pas trop mon truc à moi. Mais bon, chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Elle, heureuse, elle n'aime ni les perruques ni les tresses. Non. Mais je préfère... Si les tresses... Elle avait une perruque à la Mireille Mathieu. Bien sûr. J'ai loupé quelque chose. Oui. Bien sûr, ça c'est les années 2013. Ça fait au moins 10 ans. Non, mais vous voyez, moi je suis tellement, je ne vais pas dire speed, mais j'ai tellement de choses à faire que je vois le temps que je passe. De telle manière que j'ai même été obligée de demander au coiffeur de me produire une perruque type pour moi. Et là, je mets la même perruque naturelle pour éviter d'aller perdre mon temps chez les coiffeurs ou chez la coiffeuse. Et bonjour, les migraines. Un jour, tu en as eu assez, tu t'es dit, allez, perruque. Non, mais comment ça s'est passé? On pourrait quand même aider. Heureuse, les perruques ont évolué aujourd'hui. Où tu fais ta perruque, tu n'as plus besoin de retourner chez la coiffeuse. Tu n'as pas besoin de coller. Bien sûr. Mais quand le veut ou pas, c'est la synthétique ou bien le l'aspect choix de la chose. Posons la question aussi à l'homme qui est un homme quand même. Regarde, Patrick c'est bien de lui avoir donné la parole en dernière position. Non, j'admire toutes les réactions parce que je me dis, ça fait bien de voir qu'il y a des réactions opposées. Parfait, voilà. Moi, sur le plan religieux,
Les perruques, non. Mais sur le plan, je dirais, esthétique, j'adore les perruques. Il a d'accord. Oui, ça est ce cas de Polichinelle. Chaque matin, quand il me voyait avec une nouvelle perruque, il dit waouh. Il fait partie de ceux qui apprécient. Lui, il aime bien les cheveux, oui, il aime les tresses. Oui. J'ai le sentiment que c'est son fantasme. Oui. C'est vrai ou pas? Non, c'est vrai. Les cheveux avec une fantasme qui m'attire chez une femme. C'est ça. Ses tresses ou ses perruques, en fait sa perruque. Surtout quand c'est bien fait. Sa chevelure, voilà. Quand c'est bien fait, c'est beau. C'est beau. D'accord. Alors donc, tu n'es pas contre les perruques? Je ne suis pas contre les perruques, mais je dis spirituellement, avec tout ce que cela comporte, on dit, voilà, on ne sait pas d'où ça vient. C'est les cheveux de Mamie Wata. Les cheveux de personnes décédées. C'est vrai qu'il y a tellement de... C'est sur ce point que je me dis, bon, on peut les éviter. Oui, il vaut mieux les éviter dans les lieux de culte surtout. Bon, enfin, alors si je comprends bien, madame porte des perruques, mais pour aller à l'église, non. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, je comprends. Nous avons aussi... Parce qu'à l'église, il y a des moments où... quand vous portez une perruque, ben vous l'arrachez, vous-même. Quand la présence du Saint-Esprit. Oui, je veux bien voir l'épouse de Patrick. Vous arrachez les faux ongles. C'est quoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit? Nous avons aussi posé cette question à quelques téléspectateurs. Perruque ou cheveux naturels, quelle est votre préférence? Voici leur réponse. Alors voilà, c'est pas encore... à voir, moi je l'adopte. Je dis, je suis prêt à payer vénézuélienne ou... Les brésiliennes. D'accord. Il y a les indiennes. Des africaines. Prenez-le des africaines. D'accord. Mais il y en a. Brésilienne à n'importe quel coup, pourvu que ça puisse rendre la tête très belle à voir. Quand c'est une chevelure qui se dessine avec tout ce que cela a comme contour. Vous voyez ce qu'on vous dit. C'est juste un échange opiné sur cette actualité, franchement, qui enflamme un peu les réseaux sociaux. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut dire? Laisser la liberté. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Oui, il faut s'assumer africain ou africaine. Écoute, mais c'est pas parce que je porte une perruque que je ne m'assume pas. C'est pas parce que... Mais vous savez que... J'ai aussi quelque chose contre mes nattes, là, mes tresses, là. T'aimes pas? Moi, j'aurais préféré tes cheveux bien nattés, bien agnons, toi-même. Comment vous voyez comment c'est joli? Mon crâne, là, non, mais vous avez une... J'ai essayé une fois. T'imagines elle coupée après, là, ce qu'on voit, c'est pas... J'ai essayé une fois. Toutes les têtes ne sont pas faites pour les cheveux. Attends, j'ai essayé. Toutes les têtes ne sont pas faites pour les cheveux courts. On a des visages... Écoutons à présent les avis de nos téléspectateurs. Je dirais que chacun a son choix. Et chacun a ce qu'il aime. Donc du coup, si ces filles-là aiment porter des perruques pour se sentir belles, alors ça y va de la façon dont elles aiment se sentir. Je suis de la team cheveux naturels, mais j'aime porter des perruques pour des occasions juste comme cela. Moi, je préfère les cheveux naturels parce que ça donne un caractère vraiment plus authentique à la femme. Ce n'est pas le superflu, ce n'est pas l'artificiel. Quand une femme est vraiment avec ses cheveux naturels, ça révèle sa personnalité première, autant plus qu'elle n'affiche pas vraiment quelque chose qui est créé par l'humain. Et c'est un rajout, c'est du superficiel quand elle fait les perruques. Mais pour moi, je préfère avoir une femme avec des cheveux naturels. Quand il soit cheveux naturels ou quand il soit les perruques, moi j'aime les deux. Je ne suis contre ni l'un ni l'autre. Il faut avouer que moi, personnellement, je n'ai jamais fait... je n'ai jamais accordé d'importance à ça. Déjà, pourvu que la femme soit belle, que ce soit avec les perruques, les naturels ou peu importe. La première des choses, c'est que d'abord, elle-même, qu'elle soit à l'aise dans ce qu'elle porte sur sa tête, qu'elle soit à l'aise dedans. Si elle est à l'aise, il n'y a pas de souci. Et en deuxième position, que dès que je la vois,
qu'elle ne porte pas, par exemple, une perruque qui lui fait ressembler à un gorille ou non. Qu'elle soit à l'aise, qu'elle soit jolie, présentable, peu importe. Je n'ai pas de préférence particulière. Quand une femme est naturelle, c'est beaucoup plus joli à voir. Lorsque vous regardez par exemple Maman Angélique Kidjo, quand vous regardez Madame Claudine Talon, ça donne vraiment c'est beaucoup plus intéressant. En revanche, quand une femme est avec les perruques, surtout lorsque c'est un peu abusé, ça donne l'impression d'avoir une femme qui n'est pas naturelle, une femme qui ne s'assume pas. Et il faut reconnaître qu'on est dans un monde aujourd'hui un peu complexé où les femmes ont du mal à s'assumer et à s'accepter. Elles ont beaucoup plus tendance à copier ce que les autres font. Vous allez voir des femmes qui mettent les perruques rouges matin, jaune le soir, bleu à midi. Et finalement, même vous vous demandez c'est quel genre de femme vous avez parce que vous rencontrez la même personne une fois dans la journée avec 3 visages différents. Et donc je pense même qu'à un moment donné, même si on va opter pour les perruques, il faut le faire avec responsabilité, avec beaucoup de mesures. J'avais des cheveux naturels de base. Mais au fil du temps, j'avais eu des problèmes de calvitie. Donc le devant est complètement parti. Sorti avec la calvitie, les gens se moquent de moi. On me dit que bon, la dame là, elle a fait quoi? Le devant là est parti, comment elle a fait? Donc, beaucoup de personnes se moquent de moi en général. Donc je me sens un peu complexée quand on se moque, parce que c'est complètement parti en réalité. Donc d'autres m'ont dit que ce sont les antibiotiques, d'autres m'ont dit que j'aime trop manger les piments, raison pour laquelle c'est parti. Donc pour ne plus entendre leur commérage là, j'ai mes perruques là, facile à poser, en voulant sortir, je le mets sur la tête et je sors. Donc de temps en temps, je fais les nappis sur la tête. J'ai laissé mes cheveux de façon naturelle, afro, je les ai coupés. Mais la plupart du temps, je porte les perruques. Voilà, perruque ou cheveux naturels, le choix est fait pour chacun d'entre nous. Hein. C'est clair. Allez, la team perruque, elle est où? La team perruque, elle est où? Elle est là. La team perruque, elle est là. Moi, je suis mixte. Moi aussi, là. Du coup, je rejoins la team. Alors, on est 3. Et la team cheveux naturels, on n'a pas besoin. Mais permettez que je dise à la dame qui vient de finir que... Elle a dit qu'elle a des problèmes de calvitie, d'alopécie, et elle met des perruques avec col ou sans col. Tant qu'elle ne retire pas les perruques, je crois qu'elle va toujours continuer avec ces problèmes. C'est discutable. C'est très discutable. Nous avons déjà fait une émission dessus. Oui, mais je dis c'est discutable. Si elle a la perruque sur la tête, avoir peut-être des spécialistes. Du matin au soir, et c'est juste à la maison qu'elle a les cheveux naturels. Merci à vous. Comment ça va pousser? Ça va pousser. Merci. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un sujet sur les perruques médicales. Je l'avoue très honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. C'est une découverte pour moi ce matin. Il va falloir qu'on en reparle sur ce plateau. Allez, Ghislaine de la team perruque. Merci. Ghislaine, reviens la team. J'assume. Non, je ne reviens pas, je dis non. J'ai fait mon choix. Nous sommes dans une révolution. Elle va créer une église. Elle ne mourra pas dans sa paroisse. Je ne serai pas dans la paroisse de Heureuse. Je ne veux pas. Je m'assume, mais je ne veux pas annoncer mon mot. Les Français de certains États aujourd'hui, on veut notre indépendance, mais l'indépendance également, c'est dans le physique. Et il y a des perruques aussi. On a compris. Moi, je pense personnellement qu'on a le libre arbitre. On fait ce qu'on veut. Maintenant, tout dépend. C'est aussi professionnel. Le monsieur a été clair. Pourvu que la personne se sente bien dans ta peau. Si vous êtes bien avec une perruque, oui. Donc je dis mais ça veut dire que mais ne me demande que Heureuse ne me demande pas d'aller me mettre la tête comme elle. Je ne veux pas le faire. Il faut dépassionner le sujet. Voici pour vos instants politiques. Bon matin à vous, chers amis téléspectateurs. Merci d'être sur Bonjour le Bénin. Vous le voyez, la bande ABLB, c'est une famille. On rigole, on s'informe, on sensibilise, on éduque. Il y a un peu de tout ce matin. Voici pour vos instants politiques. Instant politique de ce matin aborde un sujet brûlant de l'actualité politique béninoise, la crise au sein du parti Les Démocrates. Après avoir déposé un recours à la Cour constitutionnelle, le parti fait face à une incertitude quant à sa participation à la présidentielle de 2026. Nous allons analyser la situation avec notre invité Emel Guérin. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes consultant en gestion de crise, en communication et en géostratégie.
régie. Avec vous, on tentera de répondre à une question. Les démocrates sont-ils dans l'impasse? Quelles sont leurs chances de participer à l'élection présidentielle? Avant toutes ces questions, regardons ceci. Des militants attendaient la fumée blanche devant le siège du principal parti de l'opposition. À mesure que le temps passait, à mesure que les ténors du parti faisaient leur aller-retour, l'euphorie grandissait. Un des 28 parrains aurait, par voie d'huissier, souhaité retirer sa fiche de parrainage. Raison évoquée, le choix qui se dégageait n'est pas, selon lui, celui de la raison. Très vite, l'information sera confirmée. Le président du parti tentera des conciliabules tenus hors de la presse. Rien ne filtre, sinon la seule ténacité du député frondeur qui va plus loin, portant plainte auprès du tribunal de première instance de Cotonou pour confiscation de parrainage. Les tentatives de retour à la raison n'y feront rien. Le député plaignant obtiendra raison auprès de la justice qui enjoint le président du parti de lui restituer sa fiche de parrainage, auquel cas la Sénat devrait lui en délivrer une autre. La tension remonte et reste telle jusqu'au petit matin où la délivrance intervient pour les nombreux militants qui ont bravé la nuit. Candidat président du parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle de 2026, Maître Agbojo Renaud. Vice-président, candidat du parti LD pour l'élection présidentielle de 2026, M. Lodjou Bonaventure Jude. L'accouchement aura été peut-être difficile, les rebondissements à couper le souffle, mais une incertitude demeure. Le duo aura-t-il les 28 parrains dont il a besoin pour valider sa candidature? Alors, Monsieur Guérin, on vient de suivre le film de la longue journée, la folle journée, j'allais dire, de désignation du duo candidat du parti LD. Ce duo qui va le soir même déposer son dossier de candidature à la Sénat, mais un dossier incomplet selon la Sénat avec tout l'argumentaire qui va avec. Avant de revenir sur la suite de ce feuilleton, je voudrais déjà avoir votre avis sur le mode de désignation du duo, de la pertinence du choix et également du timing. Est-ce que déjà ce jour-là était annonciateur de ce qui a suivi? Bon, écoutez, il appartient aux membres des démocrates d'apprécier le mode de désignation, d'apprécier tout le mécanisme qui a entouré cette désignation. Ce qu'on constate, c'est ce que nous voyons de l'extérieur de nos observateurs. Justement, en tant qu'observateur. C'est-à-dire que tous les membres du parti ne sont pas d'accord pour ce choix, ce duo. Et c'est normal, ce n'est pas une première. Et cela se passe dans toutes les formations politiques, que ce soit au niveau, sur le plan national, africain, international. Le choix du parti n'agrippe pas forcément tout le monde, et c'est comme ça. Mais à partir du moment où la majorité s'y accorde et que les responsables du parti sont d'accord au diapason de ce choix, je crois que le problème devait être réglé. Et malheureusement, pour les démocrates, on constate qu'il y a de l'eau dans du gaz. Exactement. Mais ce jour-là, est-ce que vous vous êtes dit, mais tiens, c'est mal barré pour les démocrates? Mais évidemment, les démocrates sont en crise. Et vous l'avez dit, ils sont dans une impasse. C'est vrai que les dernières heures ont ouvert une lueur d'espoir parce que la Cour constitutionnelle, qui s'était déclarée incompétente, en l'état, il paraît, après leur communication, a dit bon, qu'il faut qu'ils finissent tous les recours d'abord, tous les recours légaux. On va y revenir, et après, bon, vous savez que pour moi, c'est une lueur d'espoir que bon, la situation sera politiquement réglée. Parce que c'est une situation politique d'abord. Alors, beaucoup pensent que c'est déjà au niveau des critères de choix que le comité a fauté et que ce sont des critères qui excluent d'office certains prétendants. Qu'en pensez-vous? Mais je vais vous dire, en matière politique, la majorité des lois sont exclusives, même au sein des partis politiques. Il n'y a pas que ce duo qui a envie d'être candidat des démocrates. Ils sont nombreux. Et vous constaterez avec moi que certains sont même venus adhérer au parti à quelques jours, à quelques heures, juste pour être candidat. Alors, c'est moi, là, la politique ici, ça me paraît quand même quelque chose d'amphigourisme. Il y a une préparation, il y a de l'amateurisme, il y a de l'adolescence politique éminente dans ce que j'ai vu là. D'accord. Chez les démocrates? Chez les démocrates. Parce que, attendez,
vous êtes en face d'un régime qui était là depuis 10 ans. Vous comprenez? Ça veut dire que vous devez vous y préparer. Vous dites, nous allons... Le jeu politique, c'est une jungle, après tout. Donc, il faut s'y préparer. Et je suis surpris que c'est à quelques semaines, à quelques jours du dépôt légal des candidatures que des comités sont mis en place pour désigner. Ça ne m'a pas paru une organisation sérieuse, une opposition conséquente, responsable, qui a vraiment une vision, une philosophie, une idéologie à défendre, une autre alternative à proposer au peuple. Parce qu'après tout, c'est le peuple le problème. Mais ça semblait, ça relevait d'une certaine stratégie, d'après les propos de certains ténors du parti. Oui, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi que l'adversaire en face était peut-être un peu plus fort? Bon, d'accord, attendez. Oui. D'abord, il faut faire une nuance entre stratégie et tactique. Si c'est une stratégie, la suite a montré que c'était une mauvaise stratégie, puis elle a échoué. Et donc, écoutez, quel homme politique, si j'étais au pouvoir et que je sens une dispute, je sens une ouverture, je vais pénétrer. On saisit l'occasion. C'est le jeu politique. On parle de la conquête du pouvoir. Oui, c'est le jeu politique. Oui. C'est comme ça se fait lorsque je constate qu'au niveau de mes adversaires, il y a problème, il n'y a pas l'entente, mais je saisis la brèche et puis je fais ce que je peux faire. C'est le jeu politique, on ne peut accuser personne. Et puis en plus, vous voulez dire que les gens d'en face ont intégré... Je n'ai pas dit ça. Si c'était le cas, moi, je ne les aurais pas accusés. Pourquoi? D'abord, vous m'excusez, si ma femme me trompe, ce n'est pas la faute de l'homme avec qui. C'est parce qu'elle s'est offerte. C'est en fait ce qu'elle a voulu. Ça veut dire que le problème est à l'interne d'abord. C'est-à-dire qu'un enfant de la maison a accepté de faire ce qu'il a fait. Et puis, il faut aller loin. Si vous voulez qu'on parle de M. Soghinou, je pense pour moi pas que juridiquement, légalement, il est dans ses droits. Parce qu'il s'agit d'un droit individuel. C'est-à-dire qu'en l'état, est-ce que la loi l'oblige à parrainer? Si la loi ne l'oblige pas à parrainer, il n'est pas obligé de parrainer. Mais la loi l'oblige à parrainer le candidat ou le duo de son parti. Et je pense, en lisant la décision de la justice, je pense que c'est en fonction de ce droit individuel que la justice lui a dit, bon, OK, on annule ce parrain, parce qu'il dit, je ne veux plus parrainer celui-là. Mais politiquement, c'est très incorrect. Pourquoi? Parce que, écoutez, si lui, dont son candidat était désigné, alors il allait faire son parrainage. Ce n'est pas un jeu démocratique, ce n'est pas de la classe. Quand on voit, par exemple, le député Arrossi, qui a dit clairement qu'il soutient le candidat de la mouvance, mais il a quand même laissé son parrain pour permettre à l'expression démocratique de s'exprimer simplement parce que, qu'on le veuille ou non, les démocrates ont quand même une base. Ils ont un électorat qui représente une frange de la population. Alors qu'il n'est pas de candidat, je pense moi pas démocratiquement, ce serait une erreur, c'est de les empêcher, cet électorat, de s'exprimer librement. D'accord. Alors, à un moment donné, M. Guérin, il y a eu un débat au sein du parti au sujet précisément des élus. Le parti n'avait visiblement pas voulu prendre le risque de proposer un candidat parrain. Un parrain peut-il se parrainer? N'ayant donc pas la réponse à cette question, certains cadres et leaders du parti ont été purement et simplement mis de côté. Est-ce que le débat, là, en valait véritablement la peine? Est-ce que ce n'est pas, là, le début de la crise de confiance et le mécontentement de bien de prétendants et de leur soutien aussi? Vous savez, la loi n'a non plus dit que le député ne peut pas se parrainer. À partir du moment où il peut parrainer son duo, la loi n'interdit pas à un député de ne pas se parrainer. Maintenant, qu'on le veuille ou non, ils ont fait leur choix. Et ce choix, si vous voulez, en tant qu'observateur, nous, on était au courant depuis que c'était enfin, mais si ce n'était pas ce duo, la tête allait sortir. Ça veut dire que c'était déjà dans les coulisses, c'était déjà dans les décisions de certains cadres ou du président du parti, parce que vous savez, il y a toujours des fuites. Oui, ça parle, c'est comme ça. Bon, malheureusement, un des membres n'a pas voulu que ce soit ce duo, et c'est bien dommage pour la politique béninoise. Et bien, au lendemain du dépôt des dossiers suite à l'ordonnance du tribunal de première instance et de première classe de Cotonou, une requête du député ayant demandé, une requête a été déposée et le député demande le retrait de sa fiche de parrainage auprès du président du parti. Alors, M. Guérin, le parti
à un moment donné, a contesté et a rendu public sa position sur la question. On va écouter, n'est-ce pas, l'extrait de la déclaration du Parti Les Démocrates suite à la décision du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Après avoir reçu les 28 parrainages, le président du parti n'a pas cessé de rappeler aux parrains la nécessité de consolider le groupe et de mettre en exergue l'intérêt supérieur du pays et du parti. Malheureusement, contre toute attente, le lundi 13 octobre 2025, alors que les dispositions du Conseil national de désignation du duo du candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026 se mettaient en place, nous avons été informés que le camarade Michel Sojinou aurait envoyé un clerc de justice au domicile du président Boni Yayi. Ensuite, le tribunal aura agi, conduit le dossier, bien que sa compétence dans le domaine concerné soit de toute évidence sujet à caution. Au regard de la description faite de la situation, le Parti Les Démocrates recuse le verdict du tribunal de première instance de Cotonou, refuse de reconnaître la compétence d'un juge ordinaire de connaître de l'affaire selon notre Constitution. Alors voilà la décision du parti qui a déposé un recours à la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée par la suite incompétente en l'état, je le précise. Alors, M. Guérin, comment peut-on apprécier cette décision de la Cour? La Cour estime, après, elle a fait une communication pour dire que tous les recours n'ont pas été épuisés, ne sont pas épuisés. Alors il faut que le processus légal, juridique et judiciaire finisse avant qu'il ne reprenne le dossier en main. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a une lueur d'espoir, vous avez dit. Que ça peut être en faveur des démocrates. Mais il faut aller au-delà de façon philosophique pour dire, mais qu'est-ce qui est à la base de cette crise? Ce qui est à la base, c'est la réforme du système partisan que je constate, avec toute analyse philosophique, idéologique, elle a échoué. Elle a échoué. Un échec patent. Le dit n'est pas un opposant. Mais elle n'a pas échoué sur toute la ligne. Je vous explique pourquoi elle a échoué. Elle a bien quand même... Je vous explique pourquoi. Elle a assaini un peu le paysage politique. Moi, je suis citoyen, je suis impartial. D'accord. Je vous explique pourquoi elle a échoué, cette réforme-là. Ouais, depuis l'avènement de la rupture, il y a eu de très belles réalisations, il faut être honnête. Il y a eu de très belles réformes, des réformes structurelles, sur le plan digitalisation, numérique, sur beaucoup de plans, ainsi de suite, qu'on apprécie, qui peut porter loin le Bénin. Et c'est seulement cette réforme qui vient plomber la gestion de la rupture. Je dis c'est bien dommage pour le président en place, parce qu'il va s'en rendre compte. Pourquoi je vous le dis? En 2016, qu'il vous souvienne que la majorité des partis politiques ne sont pas allés vers lui. Et son peuple l'a porté. Je dis, il a trahi sa base. Et donc, il n'aurait pas dû dresser le lit à des boutiquiers politiques. Plus grave, on paye avec l'argent de contribuables politiciens. C'est-à-dire, c'est quoi un parti politique? C'est l'association d'un groupe donné qui décide avec des idées ensemble pour la conquête du pouvoir. Et donc, dans une république, quand vous voulez vraiment qu'il y ait l'équité, vous ne pouvez pas continuer. Mais dites-moi, M. Guérin, à cette présidentielle, il y a eu combien de candidatures retenues? Il y a 2 duos. Il y a 2 duos. Oui. Par le passé, il y en avait combien à peu près? Oh, beaucoup. Il y en avait souvent beaucoup. Oui, d'accord. Alors, en cela, au moins, on peut dire que la réforme du système partisan a permis d'assainir un peu le... Et ce n'est pas le seul exemple. Parce que simplement, il y a eu 2 duos. Est-ce que vous vous rendez compte du mécontentement? On a quitté quoi? Plus une vingtaine de candidatures à 2 duos, oui, c'est quand même à saluer. Mais c'est là mon problème, en fait. C'est-à-dire, mon problème, on ne peut pas confier la destinée d'une nation au parti politique. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, le parrainage, l'histoire du parrainage, c'est quoi? Quand le général de Gaulle l'a inventé pour la Cinquième République en France, c'était pour quel objectif? C'est justement pour exclure, pour limiter. Et là, le problème s'est posé. Moi, ce que je dis aux dirigeants africains, pourquoi toutes les politiques aujourd'hui mises en place depuis 3 siècles, je dis pratiquement, ou 2 siècles, ont échoué en Occident, que ce soit en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite. Ces politiques ont échoué. La Russie a fait l'expérience
de 10 ans de cette démocratie, elle était par terre. Quand Poutine est arrivé, il a fait ce qu'il a fait. Bon, le problème du peuple, en fait, n'est pas le nombre de mandats au pouvoir. C'est que le peuple veut manger à sa faim. Le peuple veut vivre. Les jeunes veulent l'avoir de l'emploi. C'est ça bien qui sûr, devait bien réussir. sûr, on entend. Donc, on ne peut pas avoir fait... C'est une réalité qui n'est pas forcément valable pour le Bénin. Un peu partout dans le monde, tous les peuples veulent le mieux-être. Maintenant, ne nous égarons pas. Revenons à notre sujet du jour. Monsieur Guérin, il n'y a que vendredi dernier, le président du parti LD, Yahi Boni, a rencontré le chef de l'État. Rien n'a filtré des échanges, même si beaucoup de choses ont été entendues, ça et là, rien d'officiel. Le parti a même sorti un communiqué pour démentir ce qu'il qualifie de rumeur. Alors, qu'est-ce que les deux hommes se sont dit ou qu'est-ce qu'ils se seraient dit selon vous? Bon, peut-être, on va fantasmer. Oui. On va fantasmer. Dit peut-être qu'il va dire au président, supplie son dîner avec moi. Oui. Ou peut-être que le président avait quand même ouvert une brèche quand il avait rencontré les jeunes. Je crois qu'il a un idéal dans sa tête. C'est pas que il est aussi conscient de ce qu'il fait. Malheureusement, cette réforme politique le plombe sérieusement. Et donc, il se dit qu'il peut avoir des accords de gouvernance. Okay. Donc, si, bien qu'il soit de l'opposition... On a entendu, on a lu ça et là, que le président aurait proposé à Boni Yahi d'aller en accord avec ou le BR ou FCBE, ou carrément de changer son dieu. Toute information que le Parti Les Démocrates a rejeté. Mais on verra bien la suite si le dieu sera changé ou pas. Même si le dieu n'est pas changé, je pense qu'il y aura une Il y a une lueur d'espoir. Oui, il y a une lueur d'espoir pour qu'on ait un dieu des démocrates. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Qu'est-ce que vous... Bon, personnellement, j'entrevois un changement de dieu. D'accord. Personnellement. Vous y croyez? Je peux me tromper, mais je pense... J'entrevois cela. Alors, vous voulez dire ce matin qu'à l'étape actuelle, rien n'est perdu pour les démocrates? Pour le moment, ils ont encore la possibilité. Puisque la Cour va siéger encore aujourd'hui, elle va recevoir, étudier les différents recours. Donc, il faut l'espoir est toujours permis. On verra bien. Vous parlez de recours, il y a notamment ce recours à la Cour pour contester la liste des candidats à la présidentielle publiée la veille par la Sénat. Il y a également ce recours pour contester, n'est-ce pas, le nombre de parrainages requis par la Sénat. Pensez-vous qu'ils pourront avoir gain de cause? Non, je ne peux pas dire, je ne suis pas à la place de la Cour. Quand vous analysez... Ce qui me permet de le dire, la première décision de la Cour dit « nous sommes incompétentes ». Et puis, quelques heures après, il y a une communication qui nous dit en l'état. Donc, il faut passer par les voies de recours d'abord. Je ne sais pas si le cabinet juridique des démocrates a pris par le processus normal juridique et judiciaire avant de revenir à la Cour constitutionnelle. Si ce n'est pas le cas, la Cour va les renvoyer vers les juridictions de bas niveau pour trancher la question, parce qu'après tout, ce n'est pas à la Cour constitutionnelle. Et là, je suis d'accord, personnellement, pour la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Je dis qu'il s'agit d'un droit individuel, il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire à la haute juridiction de s'immiscer dans nos droits individuels. Le fonctionnement interne, on va dire, du Parti des démocrates. Ce ne serait pas bien, ce n'est pas la Cour de régir. La Cour constitutionnelle, c'est de vérifier la constitutionnalité des actes que nos gouvernants posent. Donc, je pense, pour ma part, je ne suis pas surpris et je dis, pourquoi pas, pour mon analyse, je suis d'accord pour cette incompétence. Donc, ce n'est pas cuit pour les LD. Ce n'est pas cuit, mais de toutes les manières, comme je le disais tout à l'heure, écoutez, il n'y a pas que dans les démocrates qu'il y a des frustrations. Hein. Il y a des frustrations, même dans l'autre camp. Vous vous souvenez, après la réélection de M. le Président actuel, même son premier discours, il dit qu'il est conscient qu'il y a des frustrations et qu'il a œuvré pour la cohésion nationale et l'unité nationale. Donc, les frustrations ne manquent pas. Il y en a dans toutes les républiques. Il faut prendre de la hauteur et puis essayer de corriger. Et pour finir, j'insiste là-dessus, pour étayer ce que je disais, de l'échec de ce système partisan, que lorsque vous faites une réforme, et que au sein de votre maison, moi je suis croyant, le Christ dit, lorsqu'une maison se bat entre elles, elle tombe. Vous vous souvenez que dans la même maison, des gens se sont insurgés en voulant même atteindre à la sûreté de l'État à cause de cette réforme-là. Donc il y a exclusion.
la réforme, il faut la revoir. Pour sortir de cet entretien, en quelques petites secondes, où est-ce qu'ils ont trébuché, les démocrates? Où est-ce qu'ils sont tombés? Et quelles leçons cela devrait renvoyer aux autres formations politiques? Personnellement, ce que je reproche aux démocrates... En quelques secondes. En quelques secondes, d'abord, cette position portée par, vous m'excusez, l'ancien président Boniaï, en tant que citoyen, ça me dérange. Il a le droit, hein. Mais c'est un citoyen. Oui, il a le droit, d'accord. Mais quand je vois oui. des gens qui l'ont combattu pendant 10 ans et qui s'allient avec lui, je dis, mais il se passe quoi? Quelle est notre philosophie? Quelle est notre idéologie? On prend les mêmes et on recommence. Et on recommence. Et c'est ça qu'on fait avec le peuple. C'est-à-dire que ces boutiquiers politiques mentent en réalité au peuple et ne visent que leurs propres intérêts. Vous êtes sévère, hein? Je ne suis pas sévère. Mais c'est la réalité. Vous voyez ce qui se fait depuis 30 ans dans notre pays. Et c'est justement ce que le président a voulu corriger, mais malheureusement, il a repris les mêmes et puis ils l'ont mis dedans, en quelque sorte. Il est tombé dans un piège. Merci, Emel Guerin. Vous êtes consultant en gestion de crise, en communication et en géostratégie. On va suivre cette actualité de très près. Une chose est certaine, les prochaines heures, nous en dirons un peu plus. Absolument. Merci d'être passé sur ce plateau. On espère vous recevoir très vite. C'est la première fois, non? C'est vrai. Allez, on vous souhaite de passer une excellente journée. Et Bonjour le Bénin se poursuit. Merci de nous suivre, merci de nous accompagner durant cette randonnée matinale à laquelle on s'adonne avec beaucoup de plaisir. On va à la pause et je retrouve mes amis de la bande. Alors, vous le savez, Bonjour le Bénin, c'est une émission d'actualité. On parle de tout ce qui est à la une. Ouais. Et c'est Patrick Diossou qui va checker, il fouine à gauche et à droite et il nous sort ce qui fait l'actualité. Patrick, merci pour cet exercice quotidien. Merci. Et donc, on y va? Événement à la une? Événement à la une, aujourd'hui, nous allons faire un tour. Nous sommes dans le mois du consommant local. Consommer local, consommons local, consommer ER et consommer EZ aussi. Et nous allons consommer local et nous étions en train de parler de cheveux tout à l'heure. Ouais. Mais avant les détails, on va installer la rubrique événements à la une. Ah ouais. Oui. Alors, je parlais de consommer local ou de consommons local et nous sommes allés voir une consommatrice locale. Enfin, elle a un événement qui parle du consommant local, un événement qui va faire la transition entre ce mois d'octobre et le mois qui vient, le mois de novembre. Inès Pochemé, bonjour. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour, Madame Pochemé. Bonjour, merci les belles dames. Ce matin. Comment allez-vous? Ça va bien, je vais bien. Curiosité, elle ressemble à Madame Brun-Hachemé, oui. Ouais. Ah bon? Vous ne vous trouvez pas? Non, je ne vois pas vraiment. Je ne le vois pas. D'accord. Non, moi je vois, il y a une ressemblance. Alors, Patrick, de quoi s'agit-il? Oui, il s'agit de So Local Village Market. C'est un village, bon, elle va expliquer ce que c'est que ce village. C'est un événement qui va permettre de mettre le local vraiment en relief et qui a comme, je dirais, pic, événement pic au point d'orgue, un défilé capillaire. Ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, ce qu'on avait dit tout à l'heure, parler des cheveux. Oui. Alors, vous avez dit, Madame Pochemé, que c'est un événement qui va nous permettre de mettre en relief tout ce qui est local, tout ce qui est vraiment local, du textile aux produits locaux. Expliquez-nous cet événement. Oh, merci, Monsieur Patrick. Je vous ai remercié tout à l'heure de l'invitation. C'est notre événement sur local. Déjà, je vais me présenter. Je suis Inès Pochemé. Je suis la promotrice de Kina Naturals. Kina Naturals, c'est un institut capillaire qui fait la promotion de la femme africaine à travers ses cheveux naturels, la femme africaine et les afro-descendantes à travers les cheveux naturels. Donc nous accompagnons les femmes
Je vous ai entendu parler tout à l'heure, vous parliez des difficultés à assurer les cheveux, parce qu'il y a certaines femmes qui ont des problèmes de cheveux, les cheveux dégarnis et tout. Donc nous, on a créé notre marque pour pouvoir corriger des cheveux en souffrance, des cheveux qui ont, des femmes qui souffrent de différentes pathologies liées aux cheveux, au cuir chevelu. Donc nous avons plusieurs déclinaisons de produits pour aider la femme à s'assumer au naturel. On va vous faire appel, sous peu. D'accord. Donc, c'est dans l'intention d'inviter les femmes à s'assurer naturellement. S'assurer naturellement ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter... s'assumer ou s'assurer? S'assumer, pardon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter des rajouts comme vous êtes belle. Une femme, sa tête, ça change, ça doit vivre. Et donc, ce n'est pas avec le naturel, vous pensez que sa tête ne peut pas vivre, que ça ne peut pas changer? J'en venais. Je dis, nous, les femmes, nous aimons changer de tête. Donc, tantôt, nous voulons garder nos afros, tantôt, nous voulons aussi apporter des rajouts. Pourquoi nous faisons des rajouts? Parce que nous avons des cheveux qui ont des caractères difficiles à gérer. Donc, les cheveux sont la plupart du temps durs en tant que cheveux africains. Donc, quand on laisse les cheveux aussi aux intempéries, exposés aux intempéries, nous avons des cassures, nous avons des cheveux qui sont durs, on n'arrive pas à les peigner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les alternatives que nous trouvons souvent, c'est aller faire des rajouts, histoire de aussi gagner du temps, pour ne pas les matins perdre le temps à se coiffer et tout. D'accord. Donc, on va revenir à l'actualité. Avant les questions, Patrick, on va revenir à l'actualité. Oui, l'actualité. Alors, le vendredi et le samedi. Alors, l'actualité, en réalité, sur local, nous sommes dans le mois du consommation local. Le mois d'octobre a été dédié au mois du consommation local. Et effectivement, nous devions... faire l'activité depuis un certain temps, enfin au milieu du mois, mais il y avait beaucoup d'événements. Il y avait l'événement, on avait déjà participé à la foire que le ministère de l'Industrie et du Commerce avait organisé, donc on n'avait pas eu le temps. Donc, alors sur local, c'est pour promouvoir le savoir-faire, c'est-à-dire et encourager les gens à consommer les produits locaux. Donc nous avons initié une petite foire où il y aura des exposants, justement, dans plusieurs domaines, dans le textile, comme le disait M. Patrick, dans l'agroalimentaire, donc les acteurs qui font de la transformation de nos produits locaux, de nos ressources naturelles. Et donc, nous voulons mettre de la lumière là-dessus. Donc, c'est une foire qui sera organisée à partir du vendredi prochain, 31 octobre, jusqu'au 2, dimanche 2. Du 31 au 2. Oui, voilà, du 31 au 2. Et justement, oui, voilà. Et le 1er novembre, le samedi, nous organisons justement un défilé capillaire. C'est une première. Et nous voulons justement célébrer les cheveux. Rose viendra défiler. D'accord. Défilé capillaire, c'est une première. Pour ça. Elle vient bien. C'est une première au Bénin. C'est une première au Bénin. Défilé avec les cheveux. Oui, enfin, nous allons créer des coiffures artistiques et pour mettre en lumière toute notre... Ça veut dire que moi, je ne suis pas autorisée à venir défiler. Bien sûr, vous pouvez le faire, oui, bien sûr. D'accord. Nous voulons aussi montrer comment on peut façonner avec les rajouts, sans les rajouts. On précise cette partie. Non, c'est une question de choix. Voilà, par rapport au groupe. Mais l'idéal, c'est que vous soyez naturelles, mesdames. Vous êtes plus belles naturellement. Je pense qu'elles toutes sont belles et naturelles sur le plateau. Le fait d'apporter des rajouts... On est bio, surtout. Bio, vous êtes sûr d'être bio? Il n'y a pas de tchakoli sur ce plateau. Il faut laisser madame. Vous êtes sûr d'être bio? Laissez-moi aller au bout de ces idées. Sinon, Rose ne va pas comprendre. Le fait d'ajouter des rajouts. Non, moi, je pense que c'est juste des accessoires. D'accord? Le rajout ne détermine pas forcément notre identité. D'accord? Du coup, je pense que c'est juste un accessoire, le fait d'apporter des rajouts. En dessous, il y a des personnalités fortes, il y a de braves dames qui s'affirment. Chacun son choix. Alors, Patrick, ce sera tout pour... Porter une veste ne signifie pas qu'à l'intérieur, on est... Non, mais il y a des couturiers béninois qui conçoivent de jolies vestes. Mais on va quand même dire bravo à ces femmes qui se livrent telles qu'elles sont.
un peu comme ma chère qui heureuse. Se livrent telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont, bah oui. Elles ne se livrent pas, non, mais ce qui sont s'acceptent telles qu'elles sont. C'est pas péjoratif, rassure-toi. Et bravo également à notre réalisatrice aussi. Qui à depuis, Christelle, mais voilà, oui. Depuis mais elle a des cheveux. Qui depuis quelques années déjà a opté pour les cheveux nappis. Ouais. Elle est belle, comme j'aime l'appeler. C'est ma pimpinchi. Ce sera tout, Patrick? Oui, vous avez donné l'appel, le lieu des manifestations. Justement, j'allais en parler. Je voudrais déjà vous inviter à d'autres événements. Tout à l'heure, je vais passer les cartes. Mais je voudrais aussi inviter tout le monde à venir nous soutenir. C'est une première, comme je le disais tout à l'heure. Et ça nous permettra de faire d'autres éditions avec les années à venir. Du coup, à partir du vendredi, vendredi 31 octobre, à 12h, nous sommes à Fidjoussé, à l'île Verte. Nous sommes juste à côté de l'église Mouridia, en quittant l'hôtel Casa Cielo. Nous avons un jardin, justement, et nous allons organiser toutes les activités vont se dérouler dans le jardin. Donc, c'est vendredi à 12h. Les forains commencent pas exposer à partir de 12h. Mais quelle est l'idée derrière ça? Moi, je veux savoir. Quelle est l'idée derrière ça? Le samedi, le défilé aura lieu. Alors, donc du coup, le programme, c'est le vendredi de 12h à 20h. Oui. Donc, nous avons des expositions. Vous aurez des stands où vous allez découvrir plusieurs produits locaux. Ça continue le samedi de toute la journée. Mais sauf qu'à 20h, nous organisons le défilé. Toujours dans le jardin? Oui, toujours dans le jardin. Okay. Et on finit la foire le dimanche à 15h. Oui. À 15h. Oui. Donc, du vendredi au dimanche. Oui, c'est du vendredi au dimanche. Et finalement, quel est le message derrière cette initiative? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que vous voulez renvoyer comme message? Nous voulons déjà encourager la consommation locale. D'accord. Et nous invitons les gens à aller dans le même sens que nous, encourager surtout ces acteurs qui travaillent dur. Il y a beaucoup de produits qui se créent aujourd'hui et qui se transforment localement. Et on a besoin d'un soutien, la promotion du Made in Bénin. Oui. Voilà. Donc c'est surtout ça. Et le défilé capillaire veut mettre en relief les cheveux. Nous voulons rappeler nos ressources, oui. Nous voulons rappeler toute la diversité de styles liés à nos cheveux. Donc nous voulons juste célébrer les cheveux. Célébrer les cheveux. Les cheveux ancestraux, des cheveux ancestraux aux cheveux modernes. Vous voulez célébrer tout type de cheveux? Nous voulons, pas tout type, les cheveux africains. Les cheveux africains, d'accord. C'est ça. Merci Madame Kwachema, merci. Il faut appeler juste les femmes à s'assumer avec ou sans perruque. Hein. Voilà. Si vous êtes bien dans votre peau, c'est tant mieux. D'accord? Oui. On retient ça, Patrick? Oui, on retient ça, oui. D'autres événements à la une? Oui, d'autres événements à la une. Aujourd'hui, on est le 27 octobre. Oui. D'accord? Le 27 octobre, c'est la journée du patrimoine audiovisuel. Une journée dédiée à tout ce qui est... on appelait ça journée des archives audiovisuelles avant que ça devienne journée du patrimoine audiovisuel. Qu'est-ce que cette journée? Nous avons interrogé certaines personnes, mais il y a eu un élément qui a été fait par un de nos jeunes amis, on l'appelle Copain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Copain Edor. Copain Edor. On va suivre cet élément. Bonsoir. Carrefour des valeurs reçoit aujourd'hui Gao Kofi, un artiste célèbre dans notre pays que vous aurez l'occasion de découvrir. Une émission culturelle sur l'artiste comédien béninois, Feu Kofi Gao. Et aujourd'hui père de 4 enfants. Les études primaires à Cotonou et à... Cet enregistrement vidéo fait partie intégrante de ce qu'on appelle patrimoine audiovisuel. Le patrimoine audiovisuel, c'est l'ensemble des documents d'archives audiovisuels, notamment les enregistrements visuels et sonores indépendamment de leur support physique et du procédé d'enregistrement utilisé. Les documents audiovisuels concernent essentiellement l'histoire du XXe et celle du début du XXIe siècle. Le patrimoine audiovisuel s'applique donc tout autant à la figuration d'une actualité brûlante qu'au témoignage d'un passé.
complètement révolue. Le patrimoine audiovisuel, en réalité, c'est les documents, l'ensemble des documents qui allient images et ou sons reproductibles et qui conservent un contenu en termes d'information, en termes d'histoire. Donc, le patrimoine audiovisuel renferme toute l'histoire d'un pays, mais sur des supports audiovisuels, donc des supports qu'on peut écouter ou voir. Si pour l'image et le son, l'enregistrement numérique dématérialisé est directement transférable sur ordinateur, s'est généralisé depuis le début des années 2000, les supports d'enregistrement ont été matériels jusqu'à il y a une dizaine d'années. On retrouve ici des bandes argentiques pour les films, des bandes analogiques pour l'enregistrement vidéo, des cylindres ou disques mécaniques et des bandes magnétiques pour l'enregistrement sonore. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le premier but de l'international italien, Olivier Hugueritz. Si certains anciens formats sont encore d'actualité, d'autres commercialisés à différentes époques du XXe siècle ne trouvent plus de lecteurs que chez les collectionneurs, d'où l'extrême fragilité de ce patrimoine. La première possibilité, c'est ce que vous faites au quotidien. Ce que les organes de presse produisent au quotidien, c'est comment est-ce qu'ils les prennent en charge. Mais si on veut rester dans une approche globale aujourd'hui, c'est d'abord les conditions de production. Parce que la qualité de la conservation dépend forcément de la manière dont nous produisons ces documents-là. Alors la deuxième chose, si nous regardons, c'est les conditions d'exploitation. Quels sont les matériels, la qualité du matériel que nous utilisons aujourd'hui pour exploiter. Ça, ces éléments-là sont déterminants. Outre l'obsolescence technologique, les supports tendent à se dégrader naturellement. Dans de nombreux cas, les propriétaires de bandes qui n'ont pas le matériel pour le protéger s'en débarrassent la plupart du temps ou les stockent dans de mauvaises conditions, ce qui a pour effet d'accélérer le processus de dégradation. Ces documents audiovisuels font partie de l'identité nationale, un patrimoine à préserver. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, a mis un accent particulier depuis 2006 sur le 27 octobre, une journée dédiée au patrimoine audiovisuel, afin de sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics à l'importance de préserver cet héritage des générations précédentes. Objectif premier, la revitalisation du patrimoine artistique du Bénin. Le patrimoine audiovisuel est donc à l'honneur aujourd'hui, oui. Patrick Diosso. Audiovisuel. Il y a urgence. Il faut préserver ce patrimoine-là. Il faut vraiment préserver ce patrimoine. Et je voudrais rendre témoignage à une dame, Madame Lalouko, qui était la responsable des archives à l'ORTB, en son temps, et qui nous fait un coucou, elle suit l'émission tout le temps. Oui. Elle nous fait un coucou, elle dit qu'elle ne pourra pas venir, sinon c'est elle qui était prévue pour venir ce matin. On espère qu'elle continue d'archiver ça. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, mais aussi, aujourd'hui, le monde entier est en alerte. Oui. On dit la dépression. Oui. En alerte, je dis maximale. Oui, parce que la dépression, la journée mondiale contre la dépression, c'est une journée primordiale. Et certains diront que presque tout le monde est déprimé. Enfin, on verra la spécialiste qui va en parler tout à l'heure. Qui n'est pas déprimé, qui ne l'est pas. On le saura dans un moment. Voici donc pour vous l'instant santé. Alors, on parle dans Instant Santé. Patrick Diosso a fait déjà la transition. On va parler donc de la dépression. Voilà. On va parler de la dépression qui est une réalité quand même préoccupante. Bien sûr. Ruth Dalandé. Bien sûr. Et surtout, nous allons insister sur la dépression masculine. On n'en parle pas souvent. Les hommes, les hommes, ils veulent pas se lâcher, ils sont tout le temps dans la retenue. On dit un homme ne pleure pas, un homme ne crie pas, il doit tout assumer. Parfois, la société est injuste, ou très dure. Envers eux. Oh là là, Patrick, Yako. Lorsqu'on parle des violences faites aux hommes, ou des violences faites aux femmes, mais des hommes sont battus presque tous les jours, on n'en parle souvent pas.
La dépression, c'est également les femmes, on voit. Ils ne veulent pas parler. Les Ils hommes n'aiment aussi pas sont en parler. Donc, du coup, on ne va chien pas qui obliger écrase quelqu'un... une voiture, Exactement. Vous voyez, alors, chers hommes, un chien qui vous ne dites rien. Patrick. Il faut avoir la peau dure. Bon, de toute façon, moi, je ne suis pas un homme. Même si c'est le cas du sexe fort. Et eux, je dis, mais non. C'est même si on dit, ne pleure pas. Personne ne leur a jamais dit ça. Permettez de comprendre que quelque part, ils sont aussi vulnérables. Mais nous, on le sait. Ils sont faits de chair, hein, comme les femmes. Ils ont des moments de bonheur, des moments de tristesse, des moments de doute, de grosses angoisses et d'anxiété. Et quand on veut être compatissant, ils disent non, mais qui t'a dit que je souffre? Ah non, mais qui t'a dit que... Ils font garçon. Ah non, mais c'est moi. Ils font le mal qui se cache, sinon les conséquences qui se cachent derrière ce comportement, nous allons en parler avec notre psychologue clinicienne et psychopathologue. Merci d'être là, Michel Sebapo. C'est comme ça? Oui. Sebapo. 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 C'est d'où ça? Du mono, de bon? Guézin. Ah, d'accord. Oui. Sebapo. Parfait. Un nom européanisé. Sebapo. Sebapo. C'est Sebapo. Sebapo. Oui. Et surtout les hommes de là-bas, là... Ils sont féodaux, hein. Ah bon? Oui. Mais ils se plaignent jamais. En tout cas, ils se plaignent jamais, non? On n'est pas là pour parler. Ghislaine, il y a quoi? Non, pardonnez. Ce sont nos frères, ce sont nos époux, ce sont nos pères, nos grands-pères. On parle d'un sujet sérieux. On parle de la dépression, d'accord? On se concentre. Bien sûr. Et on écoute. Oui. Sérieusement. On va aider les hommes à le plus dépressif. Alors, donc, Madame Michel, dites-nous déjà, Sebapo, dites-nous déjà, pourquoi la dépression masculine n'est pas si connue sous nos cieux? Exactement. C'est une question qui suscite beaucoup de réflexion. Parce que l'homme, depuis que le monde est monde, ou depuis même la préhistoire, c'est cet être qui est tout le temps protecteur. C'est-à-dire que les femmes et les enfants étaient dans les cavernes et c'est eux qui devaient protéger ces femmes et ces enfants. C'est eux qui devaient abattre tout ce qui avait comme danger, comme les mammouths qui venaient les agresser. Donc c'est eux qui étaient souvent au front. Tout ça parce que la société leur confère ce rôle, cette carapace de d'un être doté d'une certaine force, c'est être qu'on voit invincible, mais qui n'est pas invaincu. Voilà. Vraiment. Donc, c'est être qui doit nécessairement montrer sa force, quelles que soient les situations. Mais est-ce que c'est un facteur aggravant? C'est ce caractère que leur prête la société, de pilier de famille, de fort. Est-ce que c'est un facteur aggravant? Un facteur très aggravant, je dirais, parce que quel est cet homme qui va vouloir, je dirais, ne pas assurer devant sa femme et ses enfants? Quel est cet homme qui va vouloir paraître faible devant la femme et les enfants, alors que c'est lui qui doit, ou c'est lui qui est en fait cette personne qui dit « Ne vous inquiétez pas, je suis là ». Il prend tout pour lui. Il prend tout pour lui. Et donc, pour éviter d'être stigmatisée, cette personne est obligée, même quand elle vit des situations pas possibles, inimaginables, de prendre sur lui, de laisser juste voir qu'il est heureux, que ça va, alors qu'au fond, il y a beaucoup de souffrance. Vraiment. Je propose qu'on retrouve rapidement ce témoignage de Madame Sabourin, voilà, dont j'ai oublié le prénom là, Madame Sabourin, qui nous parle de son cas. Elle est une femme, comme je le disais, j'ai bien voulu avoir des témoignages d'hommes, mais comme on le sait, la société ne le leur permet pas. Parce qu'un homme qui a fait la dépression refuse de témoigner, c'est une façon aussi de ne pas faire connaître la réalité. La réalité, parce qu'on sait, comme elle l'a dit, les hommes en souffrent. Et aujourd'hui, la société est tellement ouverte qu'on ne peut plus cautionner que les hommes même. Puisque si nous, les femmes, on a accepté. Il y a encore un travail à faire. Oui, il y a encore un travail à faire là. Peut-être qu'on va créer aussi l'Institut national des hommes. Aujourd'hui, avec l'Institut national de la femme, la parole est ouverte. Oui, mais non, l'Institut national de la femme traite également des hommes. S'il vous plaît. On regarde l'élément.
l'élément déclencheur, on va dire que c'est la perte d'un être cher. Je me sentais vide. Mes gestes étaient automatiques. Je me levais parce qu'il fallait me lever. Je ne souriais plus. J'étais tout le temps triste. Je n'avais envie de voir personne. Aller au boulot, c'était difficile, c'était un supplice pour moi. Le matin, on pouvait me voir toute souriante, mais 1 heure de temps, 2 heures de temps après, je fondais en larmes, où j'étais dans mon coin, où j'étais la mine renfoignée, et j'étais tout le temps énervée. Aujourd'hui que je suis guérie, j'ai su ce qu'on appelle s'aimer. Donc j'ai appris à m'aimer, à me considérer, à me valoriser. Par ricochet, mon entourage. La dépression, c'est comme si c'est au quotidien. C'est au quotidien. Ce que j'ai dit, c'est vraiment au quotidien. On le vit tous. C'est ça. Mais il faut juste avoir le courage d'en parler. Et les hommes, ils se refusent de parler parce qu'ils veulent tout le temps assumer cette carapace que l'histoire leur a donnée. Malheureusement. Bon, ne serait-ce qu'en parler avec une seule personne, ça vous permet de vous libérer. On a plusieurs hommes qui fuient leur foyer, on a plusieurs hommes qui fuient peut-être leur milieu de travail. Ils partent du jour au lendemain, ils disparaissent, mais ils vont se cacher juste pour pensant pouvoir gérer seule leur dépression. Alors il suffit juste d'en parler. Madame Simetou, bien sûr. Il suffit juste d'en parler. Mais pourquoi ne pas pouvoir parler avec sa femme? Même parler avec un petit enfant, ça vous permet de vous libérer. Et les hommes n'arrivent pas à faire ça. Je vais même demander à Madame Sebapo. On a eu l'intervention de cette dame-là et on se réjouit qu'elle a pu être guérie aujourd'hui. Elle a le sourire. Mais est-ce que la dépression masculine se déroule de la même manière? Les symptômes sont les mêmes que chez la femme? Que chez la femme, non. Non. Non, parce que la femme, elle est beaucoup plus expressive. Et chez la femme, quand elle est déprimée, quand elle est en dépression, pas déprimée. Parce qu'on va revenir sur ça. Être déprimée est différent d'être en dépression. D'être en dépression. D'accord. Oui. Donc, quand la femme elle passe par un épisode de dépression, déjà, physiquement, on observe cette tristesse. En elle. Exactement. Et il y a beaucoup de crises de larmes. Par contre, chez l'homme, il se renferme. Et comme elle a dit, il quitte la maison parfois. Et lui, il renvoie une certaine agressivité. Il devient colérique. Il devient colérique. Il est irritable. Les activités qui autrefois lui procuraient du plaisir l'énervent. Donc, il y a cette perte d'intérêt, ce que nous appelons l'anédonie. Il y a cette perte d'intérêt. Et ce que nous observons le plus, c'est que cet homme s'investit beaucoup plus dans son travail, dans son métier. C'est comme s'il utilisait le travail comme un mécanisme de défense. Exactement. Donc, comme étant alcoolisme. Pas alcoolisme. Mais en tout cas, il y a un surinvestissement. Oui. De workaholisme. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est se surinvestir dans son métier pour ne plus ressentir ses émotions. Je comprends. Pour ne plus ressentir ses émotions. Donc, il y a également les drogues qui sont là, ça, le tabac, l'alcool. Il y a également les jeux pathologiques qui sont également... Il y a aussi des conduites à risque comme aller avec plusieurs femmes à la fois sans se protéger. Ah, la dépression peut conduire à ça? Oui, parce que c'est des conduites à risque. Et ça conduit aussi aux violences conjugales. Aux violences. Il peut se mettre sur la voie, mettre la musique à fond. La vitesse, être à toute vitesse, sans se soucier du danger, en fait. Effectivement. Donc tout ça, c'est pour se bloquer au monde, pour éviter de voir lui-même sa culpabilité. Quand doit-on s'inquiéter? Ou quand est-ce que le système-là doit s'inquiéter? Lorsque cette situation dure déjà plus de 2 semaines consécutives. Ok. Oui, et lorsque les symptômes sont durables, sont là, et qu'il n'y a pas une prise en charge systématique et que cette personne tente au mieux
d'aller lui-même seul ou bien de se retrouver seul et qu'il n'y arrive pas, il faut systématiquement demander de l'aide. Demander de l'aide, d'accord. Et lorsqu'on parle de demander de l'aide, le thème de la journée aujourd'hui qu'annonçait Patrick, demander à ce que la société accompagne au niveau médical et tout ça. Nous allons vous proposer de suivre cet élément réalisé par ma collègue Christelle Tongodo, et non Christelle Sagoura, une Christelle en cache une autre, Christelle Tongodo, voilà, sur ce centre qui offre aujourd'hui à des couples des séances d'écoute, d'échange. Pour beaucoup, consulter un spécialiste de la santé mentale reste un tabou. Cette jeune femme, comme tant d'autres, n'a jamais envisagé de se rendre dans un centre thérapeutique. Mais il existe d'autres parcours, celui de Jennifer et Gaspard par exemple. Elle est sage-femme, lui infirmier. En couple depuis 3 ans, ils ont choisi de se faire accompagner pour traverser les moments difficiles. Leur solution, parler, comprendre, se recentrer ensemble. Madame, elle est toujours en colère. Tu étais avec qui quand tu ne réponds pas? Mais depuis qu'on a commencé thérapie de couple, tout va pour le mieux. On se comprend mieux en fait. Regardez comme ça. Leur lieu de rendez-vous, c'est un centre où l'on travaille sur les émotions, les pensées et surtout le lien aux autres. Serré. Relâchez un peu. Ces exercices peuvent sembler simples, mais ils agissent en profondeur. Ils permettent de prendre du recul, de retrouver confiance, de mieux vivre son quotidien. La santé psychologique est une santé qui nous rappelle l'équilibre, le bien-être, la joie de vivre, le partage avec les autres. Il n'y a pas de psychologie sans thérapie. Donc quand vous parlez de centre thérapeutique, c'est des centres qui sont comme des bras armés. La santé mentale concerne tout le monde. Être bien dans sa tête, c'est mieux vivre son couple, sa vie. Et si on brisait le silence? Voilà, et si on brisait le silence? Oui, brisons tous le silence. C'est important, qu'on soit homme ou femme. Oui, il le faut. Et pour peut-être finir sur ce plateau, nous allons faire cette distinction-là, cette différence entre être déprimé et la dépression. Est-ce qu'il suffit de dire, bon, aujourd'hui, Rachida, elle sent que, bon, le salaire, ça ne reste plus grand-chose et puis elle est sous... Est-ce qu'elle est dépressive? Voilà. Je deviens soucieuse. Et même quand je demande avec force. Rachid, on est déprimé juste sur une petite période, quelques jours. D'accord. Et lorsqu'on est déprimé, ça n'empiète pas trop sur les performances professionnelles, conjugales, voilà, c'est passager et tout, ou social. C'est passager. Par contre, la dépression, elle, c'est une maladie qui touche l'humeur, la vitalité, l'énergie vitale et également le système nerveux. Mais on peut guérir? On peut en guérir, bien sûr. On peut en guérir. Il faut aller vers les spécialistes. C'est ça, il faut toujours aller vers les spécialistes. Vous savez écouter sans juger. Surtout l'entourage. C'est l'entourage, en fait, qui doit être la première, la première personne ou bien l'entourage doit être vraiment l'élément premier à ne pas juger, mais quand même à se rapprocher de cette personne quand elle constate qu'il y a des difficultés qui sont là. Et la première consultation vient toujours de soutien de l'entourage. D'accord. Soyez donc cet entourage sain, d'accord, dont nous avons besoin, et non un entourage toxique qui vous enferme dans une sorte d'engrenage et vous empêche de vous extérioriser finalement. Parce que oui, quel Malia a dit à Heureuse, je ne suis pas bien dans ma peau. Voilà. Il faut le dire, là c'est tellement un message pour toi que tu ne sais pas. Quel Malia à s'ouvrir, non, franchement.
Allez, merci beaucoup. Surtout la dépression du gourmand, c'est quelque chose. C'est fort. Merci à notre invité, Michel-Ange Sebapo. Vous êtes psychologue clinicienne. Psychopathologue. Et psychopathologue, c'est ça. Ok. Allez, on va vous retrouver sur d'autres merci beaucoup. Et permettez que je présente 16 excuses, sinon les excuses de la matinale à tous ces patients qui attendent là pour sa séance de consultation. Elle va y aller tout de suite. Ce matin. Bien sûr, comprenez-nous, comprenez-la. Qu'elle a accompli ce matin. Merci Madame Sebapo. Excellente journée à vous. Pendant que notre Promise nous rejoint, on va lancer tout de suite la rubrique Portrait. Portrait de ce jour s'intéresse à un profil assez atypique, une jeune dame qui sans cesse repousse les limites. Ghislaine, qui c'est déjà? Divine. Une divine. Une merveilleuse petite jeune fille. Pas petite, elle est grande quand même. On dit bonjour à Marvin. Merci de nous rejoindre. Merci. Parce qu'on a notre petite merveille Marvin qui est aussi là. Et divine Marvin. La divine que nous découvrons aujourd'hui est un peu dans le même domaine que Marvin. Déjà qui est une amie à moi. Je m'en doutais bien. Elle est allée fouiller dans mes éléments. Elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont brillantes. Alors, professionnelle et passionnée, Divine trace sa voie dans la FinTech. Elle s'appelle donc Divine, comme je le disais tantôt, développeuse full stack et passionnée de FinTech. Elle fait partie de cette nouvelle génération qui veut réinventer la finance grâce à la technologie. Curieuse, audacieuse et visionnaire, Divine utilise le digital comme un outil d'inclusion et de changement. Son ambition, bâtir une finance plus simple, plus humaine et à la portée de tous. Je vous invite donc à découvrir Divine dans son environnement. Ici, c'est le département de communication. Full stack, c'est pour dire développeur back-end et développeur front-end. Quand je prends l'exemple des sites du gouvernement e-résultats, on a l'interface qui permet aux candidats qui veulent voir le résultat de mettre les informations nécessaires. Et on a également ce temps de traitement où la plateforme va rechercher en back-office les informations nécessaires. Donc, la partie visible, l'interface qui permet à l'utilisateur d'interagir avec la machine, c'est le front-end et le back-office, c'est le back-end. Donc, un développeur full stack, c'est ce développeur-là qui code des applications front-end et des applications back-end. Cette passion est née du fait que je veux montrer que les femmes également peuvent intervenir dans ce domaine et bien intervenir dans le domaine. Ce n'est pas une question de sexe, mais c'est plutôt une question de compétence, c'est plutôt une question de savoir-faire. Je suis titulaire d'une licence professionnelle en génie logiciel obtenue à l'Institut de formation et de recherche en informatique d'Abomey-Calavi. Pour devenir développeur full stack, il faut déjà assez de mathématiques parce que les mathématiques vous permettent de travailler votre sens du logique, votre sens du raisonnement. Parce que c'est essentiellement ça, pour mettre en place des applications qui réfléchissent à la place de l'homme, il faut une logique derrière. Donc, à part la logique, il faut également des syntaxes de code. C'est du code. C'est vrai que tu fais l'algorithmique. L'algorithmique, c'est une succession d'instructions qui règle un problème donné. Donc c'est vrai qu'il faut l'algorithmique, mais il faut également la syntaxe du langage utilisé. Donc il faut apprendre, c'est vrai qu'il faut apprendre continuellement. MyFeda, c'est une application mobile qui vous permet de faire des transferts locaux et internationaux dans tous les pays francophones de l'espace UEMOA. Cette application vous met également à disposition des cartes Visa virtuelles et ces cartes vous permettront d'effectuer des achats, d'effectuer des abonnements sur n'importe quelle plateforme à l'international et même dans les pays francophones et dans les pays européens et occidentaux. Déjà personnellement, c'est une fierté
Parce qu'aujourd'hui, quand je prends le temps de faire un point de mon évolution, clairement, même en un an, j'ai eu une évolution exponentielle. Je suis aujourd'hui invitée sur des panels, des conférences pour parler de l'impact de la femme dans le domaine du numérique. Ceci, personnellement, c'est une fierté et ça m'aide aussi à inspirer et à impacter d'autres femmes, d'autres jeunes filles qui sont sous l'effet du stéréotype qui stipule que le numérique, c'est que pour les hommes. Mais alors que non, pas du tout. Il faut juste l'envie, il faut juste l'engouement, il faut juste travailler. C'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices, mais avec beaucoup d'organisation, on arrive à joindre les deux bouts. Là, tout de suite, j'ai assez de personnes quand même qui me contactent, assez de jeunes femmes dans le numérique qui me contactent et qui me disent que je les inspire, que je les impacte, qu'elles ont envie de se donner plus parce qu'en moi, elles lisent un modèle. Pour moi, c'est déjà un grand pas et c'est déjà un impact. Et je parie que le mot full stack, c'est la première fois que beaucoup d'entre vous ici... Moi, c'est une découverte pour moi ce matin. Franchement, je n'en savais rien. Moi non plus. Je n'en savais pas grand-chose. Oui, j'étais également, comme vous, je ne savais pas qu'il y avait un mot comme ça qui existait jusqu'à quand j'ai rencontré Divine. La personne de Divine m'a amené à aller découvrir ce que c'est que full stack. Et on va en parler demain, justement. Mais je vais juste vous mettre sur le chemin tout de suite. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, pour faire dans le e-service, pour faire un service payé en ligne, on le fait avec FEDAPI. Oui, exactement. Ah oui, j'utilise ça pour payer même ma facture d'électricité. C'est l'un des services de full stack, c'est le paiement digital, comment ça se fait et tout. Mais on va mieux le comprendre demain parce qu'en allant à la découverte de Divine dans son milieu de travail, j'ai en profité pour faire un élément là-dessus. Alors tout de suite, quand on parle des jeunes qui se développent dans ce milieu, on se demande mais comment est-ce que c'est qu'on appelle le numérique peut autant nourrir son homme? J'ai eu la curiosité de poser la question à Divine pour les jeunes qui veulent savoir s'ils doivent s'investir dans ça et surtout les femmes. Je vous invite à suivre rapidement les conseils de Divine. Ici, c'est le département communication. Oui, être développeur full stack, ça permet à l'homme de gagner sa vie comme il se doit parce que c'est un domaine en pleine expansion et la demande est là. Nous sommes dans un monde digitalisé. Quand tu as ton diplôme dans le numérique, quand tu es développeur, quand tu as un diplôme en génie logiciel, c'est vraiment pas le travail qui manque. Si tu chômes, c'est que tu n'as pas les compétences qu'il faut. Mais si tu as les compétences qu'il faut et tu sais te vendre, ça va. Après, il faut rêver grand. Mes perspectives, c'est déjà d'arriver, en fait, à mettre en place une entreprise personnelle qui offre des services en IT, informatique, télécommunication. Donc, mettre une en place, être CEO de mon entreprise, ça c'est mon rêve. Être CEO de mon entreprise. Et je sais que la vision de cette entreprise-là, c'est de conquérir le monde. C'est de prouver à tous que oui, on peut le faire. Oui, en tant que femme, on peut le faire. Parce que je mets l'accent sur ça, parce que, en fait, c'est tellement compliqué, je sais de quoi je parle. Arriver à ce niveau-là, dans ce domaine, il faut vraiment avoir le mental, être résilient. À FEDAPI, j'acquiers de nouvelles connaissances, j'impacte. Après, il n'y a pas que l'entreprise, il y a aussi des recherches personnelles qu'il va falloir faire et il va falloir se lancer au moment venu. Croyez en vos rêves et passez à l'action. Parce que vous avez beau rêver, tant que vous ne passez pas à l'action, vous ne verrez pas la concrétisation de ces rêves-là. Quels que soient les défis, quels que soient les challenges, lancez-vous. Rien n'est facile. Même le CEO de la NASA, il a commencé quelque part. Commencez petit, cultivez-vous, formez-vous et vous y arriverez. Oh, Ghislaine, j'adore. Croyez en vos rêves. Elle veut conquérir le monde. J'adore ses propos. Franchement, c'est...
c'est assez inspirant. C'est une jeune mature. Très mature. On va dire simplement yes we can. Yes we can. Il ne faut pas se limiter, il ne faut pas s'imposer des barrières. La jeunesse est digitale, mais ça promet. Et nous avons une jeunesse très digitale. Très. Ah ouais. Parle, bien entendu. La représentante est là. Marvin Promise, elle s'est imposée pour mission de nous éduquer aux médias tous les jours. On y va. Elle nous dit ceci ce matin, ton profil parle pour toi. Promise. Oui, rebonjour tout le monde, rebonjour heureuse, rebonjour tout le monde. Oui. Alors, ton profil parle pour toi. Aujourd'hui, on a parlé d'un sujet de Eva's Hair et une campagne qui a suscité beaucoup de crises. Alors, ce que moi j'aimerais dire, c'est que Eva's Hair n'a pas voulu attaquer, mais interpeller. Et en communication, on appelle ça une campagne digitale choc. Une campagne agressive. Qui a eu son effet. Voilà. Elle a fait à dessein. Choquée pour capter l'attention. Voilà. Donc, en communication, c'est une campagne digitale agressive. Et le visuel fort n'est pas une moquerie, ni une humiliation, mais c'est une métaphore visuelle de libération. Celle du retour au naturel, retour à soi, de fierté, de cheveux texturés. Donc, autrement dit, ce n'est pas une lutte contre celles qui portent les perruques, mais c'est une prise de position visuelle pour l'acceptation de soi. Et ce n'est pas une campagne contre, mais pour l'amour. Et le geste visuel d'arracher, vous avez dit que arracher c'est un peu violent. C'est un peu violent. C'est violent, voilà. Donc il faut comprendre les femmes qui portent les perruques, elles se sont senties... Mais justement, ce geste visuel arraché illustre symboliquement le fait de se débarrasser des complexes imposés. Donc l'intention n'est pas de... L'intention était positive. Est-ce que tu peux voir l'image de Ghislaine? Tu peux voir le visage de Ghislaine? Pas du tout, je ne suis pas choquée. Je suis pas touchée. On n'a plus beaucoup de temps là, Marine. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut comprendre les lignes, s'il te plaît. À un moment donné, si tu as porté les perruques, est-ce que c'est parce que tu ne t'assumais pas? Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas de nature? À un moment de la vie, il faut choisir. Voilà. Donc, ça fait ton choix. Exactement. Laisse les autres. Oui, si. Et laissons Promise finir ça. Parfois, le métier contraint. Le temps est passé. Dit, tu ne vas pas m'amener dans ton église. On y revient. Du coup, l'intention était positive, mais le langage a heurté des sensibilités. Quand on fait une campagne digitale agressive, il y a deux cibles. La cible normale, c'est les personnes qui ont comme conviction les cheveux naturels. Et la cible vaste, les personnes qui... Ton profil parle pour toi. Oui. On est où? Les personnes, en fait, qui ne sont pas touchées par ça et qui vont faire la communication ratée. Et ensuite, en fait, si Eva Hair n'avait pas un profil crédible, n'avait pas une image d'elle-même posée, de personne qui n'est pas violente, qui ne fait pas une communication du genre, la vidéo qu'elle a faite pour s'excuser sur la campagne aurait également fait un bad buzz. Mais quand vous regardez la portée de la vidéo, il y a des gens qui ont compris que non, Eva, dans les commentaires, ils ont dit non, tu n'es pas grave, tu n'es pas grave. Donc, en fait, sur les réseaux sociaux, ton profil peut atténuer en fait des situations qui ont fait du bad buzz. Donc, il est important de dresser un bon profil, être donc, finalement, crédible. son portrait a parlé pour elle. Son portrait a parlé pour son entreprise. Donc, ça a pu atténuer le côté bad buzz qui était juste une campagne digitale choc. Très bien. Très bonne personne, on ne peut pas mal son message. Si elle avait l'habitude de faire des vidéos, je vous arrache telle chose, ça allait montrer que c'était vraiment intentionnel. Mais là, c'était un coup marketing. Alors, le message derrière cette thématique, c'est pour dire attention à ce que nous postons. Attention à ce que nous postons. Notre présence digitale. Voilà. Oui. Il faut être crédible, il faut aligner valeur, crédibilité et bonne image. Parce qu'à distance, on peut savoir de vous ce que vous êtes, même sans vous connaître, en faisant juste des recherches. Ah oui, d'accord. Très bien. Ce sera tout, Marvin? Oui, ce serait tout. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes dans un monde de plus en plus numérique. Oui. À présent, il y a quoi? Il y a encore 5 minutes, 4 ou 5 minutes. Rapidement, on va retrouver Monsieur le Sénateur. Monsieur le Sénateur, Ulvaïs Balogun. Je lui cède ma place. On l'appelle ainsi affectueusement à la rédaction. Voici pour vous la revue de presse.
Alors, on parle de quoi ce matin dans la revue de presse? Ulvaïs Balogo, bonjour. Bonjour Rachidat. Merci de rejoindre l'équipe. Bonjour Balogun. Ça va. Alors, ce matin, vous avez feuilleté les journaux et le sort du duo du parti de l'opposition Les Démocrates continue de se jouer devant la Cour constitutionnelle en prélude aux élections présidentielles prochaines. Tout à fait. Alors que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente en l'état dans l'affaire relative à l'ordonnance du tribunal de première instance de première classe de Cotonou sur le dossier retrait de parrainage de Michel Soginou, une audience spéciale s'annonce ce jour. Le challenge titre: la Cour constitutionnelle se prononce sur 5 recours à propos des élections. Le journal précise que Saka Saleh, Agbodjo, Lodjou, Karim Goundi sont parmi les requérants. Matin libre d'ajouter, le parti Les Démocrates dépose un recours à la Cour constitutionnelle pour contester le seuil de parrainage. Il apparaît, d'après ce quotidien, que le requérant conteste fermement la règle actuellement appliquée par la Sénat qui exige 28 parrainages pour valider une candidature à cette joute électorale. Selon lui, cette exigence ne repose sur aucun fondement légal explicite et crée une charge non prévue par la loi. Le télégramme de renchérir le nombre de parrainages devrait-il être 27 ou 28? L'argument principal du requérant se fonde sur le calcul des 15% des élus requis par la législation. La loi parle de 15% des élus. Les 15% font 27,9 élus, a déclaré Karim. Il souligne ainsi l'impossibilité d'avoir une fraction d'élus soutenant qu'il n'y a pas de bout d'homme. Par conséquent, il affirme qu'il est impératif pour la Sénat de retenir le nombre entier inférieur, soit 27. Aucune loi n'a parlé de 28 parrainages. Dans cette condition, la Sénat doit tenir compte des 27 élus au lieu d'arrondir à 28. La loi doit-elle être interprétée selon les règles strictes de l'arithmétique ou selon une pratique d'arrondi au supérieur qui pourrait être perçue comme une restriction des droits, s'est-il interrogé dans son recours. En plus de ce requérant, le matinal nous évoque le recours du duo Agbodjo-Lodjou. Il s'agit d'un recours déposé contre la Sénat et qui vise à faire valider la candidature de leur duo pour la présidentielle. Gaskiani Info, au regard de tous ces recours, s'interroge: démocrate contre Sénat devant la Cour constitutionnelle, le mur de l'impossible. Voilà, une interrogation. En attendant donc l'issue de ces recours, Ulvaïs Balogo, les choses se mettent peu à peu en place pour les communales. Tout à fait, Rachidat, et c'est le journal Le Challenge qui nous dit que si la Sénat attend toujours les premiers dossiers de candidature, certains partis politiques font feu de tout bois pour trouver l'équilibre géopolitique. Au journal La Cloche d'évoquer une signature d'accord de coalition parlementaire et titre: la FCBE et Moël Bénin font front commun. D'après le journal, les deux partis se sont donné la main en droite ligne des possibilités offertes par le code électoral et entendent ainsi mutualiser leurs efforts du point de vue stratégique au fin d'affronter les législatives. Et on quitte le champ politique pour aborder cette prouesse du Bénin dans le secteur agricole. Le Bénin est en effet classé leader en Afrique de l'Ouest pour ses bons rendements en agroalimentaire. C'est l'information à la une du journal Le Matin. Il s'agit d'une performance qui hisse le Bénin au sommet des nations agricoles africaines. À l'issue de la 5e revue biennale des 7 engagements de Malabo, le pays a obtenu la note de 7,15 sur 10, se classant premier dans la zone CEDEAO et 5e à l'échelle continentale. Le journal La Nation ajoute: performance agricole en Afrique, le Bénin s'impose. Selon le journal, cette montée en puissance dans le secteur agricole est le fruit des réformes structurelles et des investissements soutenus engagés depuis 2016. Pour le quotidien de service public, l'agriculture béninoise, désormais considérée comme performante et résiliente, a généré plus de 300 000 emplois directs et indirects sur la période 2015-2024. Le revenu annuel moyen des producteurs a nettement augmenté pour atteindre 215 000 francs CFA pour les petits exploitants et 1 288 000 francs CFA pour les grands exploitants. Sur le plan de la sécurité alimentaire, le pays affiche un taux de couverture remarquable avec 156% pour les produits végétaux, 50% pour les produits
animaux et 41% pour les produits halieutiques. Ces chiffres traduisent une autosuffisance renforcée et une meilleure résilience face aux chocs climatiques et économiques. Voilà, merci Ulvaeus Balogun pour cette revue de presse. Je vous en prie. Allez, on va se retrouver demain, n'est-ce pas, toujours sur Bonjour. Le Bénin, t'aimes les perruques, toi Pas du tout. Pas du tout. Je les préfère au naturel. Madame n'en porte pas? Non, pas du tout. Jamais? Jamais. Pas une seule fois? Pas une seule fois. Non, merci. Parce que j'aime la femme au naturel. Au naturel, d'accord. Allez, ce sera tout pour l'émission de ce matin. Bonjour le Bénin, s'achève ainsi. Ghislaine, Marvin, heureuse? Ouais. On dit un gros fou rire par ici en tout cas, mais bon, ça c'est, on appelle ça comment? Ça c'est... Ouais, tout ça déstresse. Allez, merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. On se retrouve demain, 7h, 9h toujours, sur Bonjour le Bénin, votre matinale qui vous accompagne tous les matins, du lundi au vendredi.